Je suis entré à la fête de fiançailles de ma sœur. Son fiancé a chuchoté avec un sourire cruel, « Tu n'aurais pas dû venir, les pauvres gâchent les photos. » Elle ne savait pas que je possédais l'entreprise où elle et toute sa famille travaillaient. Ni que son contrat serait résilié avant le mariage. Je suis entré à la fête de fiançailles de ma sœur en sachant déjà que je n'y avais pas ma place. Non pas parce que je ne l'aimais pas, ni parce que je ne voulais pas célébrer l'événement. Je le savais parce que la pièce me l'avait dit avant même que quiconque ne prenne la parole. Les lumières étaient chaudes et flatteuses, le genre conçu pour donner à chacun l'air d'avoir réussi. Les verres s'entrechoquaient. Les rires flottaient facilement, confiants et bruyants. Tout le monde semblait avoir répété pour ce moment. Tout le monde sauf moi. Je me tenais près de l'entrée quand j'ai senti quelqu'un s'approcher trop près derrière moi. Une voix d'homme, basse et amusée, a frôlé mon oreille. « Tu n'aurais vraiment pas dû venir » a-t-il chuchoté, son sourire cruel, même si je ne l'avais pas encore vu. Les pauvres ont gâché les photos. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu. Je suis resté immobile, mes doigts se resserrant autour de ma pochette, ma poitrine devenant étrangement silencieuse. Personne d'autre ne l'avait entendu. Personne n'est intervenu. Les appareils photo continuaient de crépiter. La musique ne s'est pas arrêtée. Ce que personne dans cette pièce ne savait, c'est qu'il se trouvait à l'intérieur d'une propriété qui m'appartenait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait d'humilier était la seule propriétaire de l'entreprise louant ce lieu et plusieurs autres comme celui-ci. Et ce que je savais, debout là dans le silence, c'est que si je parlais maintenant, cela n'aurait pas d'importance. Pas encore. J'ai appris il y a longtemps que le timing est tout. Je me suis écarté, laissant un autre groupe se faufiler devant moi vers la zone photo, et j'ai pris une respiration près des hautes fenêtres donnant sur la cour. De là, je pouvais voir mes parents près du bar, souriant et discutant avec des gens qu'ils aimaient visiblement plus qu'ils n'avaient jamais aimé le silence. Ma sœur était au centre de tout cela, rayonnante, riant, exactement là où elle avait toujours eu sa place. L'humiliation ne m'a pas frappé comme une gifle. Elle a atterri comme quelque chose de familier, comme une mémoire musculaire. C'était ce qui m'effrayait le plus. Je n'étais pas choqué. Je n'étais même pas en colère. J'étais fatigué. Je m'étais senti invisible dans des pièces comme celle-ci toute ma vie. La robe que je portais n'était pas chère. Je l'avais achetée quelques jours plus tôt dans un grand magasin après avoir atterri tardivement d'un voyage d'affaires. Elle m'allait assez bien, mais elle ne brillait pas. Je n'avais pas coiffé mes cheveux au-delà de les brosser vers l'arrière. Je n'avais pas porté de bijoux qui capteraient la lumière. J'étais venu en tant que moi-même, la version de moi qui n'essayait d'expliquer quoi que ce soit. Cette version n'avait jamais suffi à ma famille. Les gens me frôlaient sans me remarquer. Quelques-uns me jetaient un coup d'œil, leurs yeux descendant puis se détournant. Une de mes tantes m'a fait un sourire poli qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas m'a demandé qui j'attendais, puis a perdu tout intérêt au milieu de ma réponse. Je me suis appuyé contre la fenêtre et j'ai regardé ma sœur poser pour des photos avec son fiancé. Il se tenait grand, confiant, son bras solidement autour de sa taille, le même homme qui s'était penché assez près pour s'assurer que son insulte atterrisse là où ça faisait mal. Il riait facilement maintenant, comme quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Je me demandais combien de fois dans sa vie il avait décidé de la valeur de quelqu'un en quelques secondes. Je me demandais combien de fois il avait eu raison. La vérité, c'est que rien dans ce moment ne me surprenait. Ni le murmure, ni les rires dans mon dos, ni la façon dont personne ne remarquait quand je sortais du cadre. C'était simplement la dernière version d'une histoire qui avait commencé bien avant cette fête, bien avant les fiançailles de ma sœur, bien avant que j'aie appris à construire quelque chose qu'on ne pouvait pas m'enlever. Je n'avais pas toujours su être silencieuse comme ça. Je n'avais pas toujours su rester immobile pendant que quelqu'un essayait de me rabaisser. Je l'ai appris lentement au fil des années à être comparé, corrigé et ignoré. En grandissant, il y avait toujours eu une fille qui brillait plus fort et une qui apprenait à s'écarter de la lumière. Mes parents n'étaient pas des gens cruels. C'était la partie la plus difficile à expliquer. Ils subvenaient à nos besoins. Ils étaient présents. Ils nous aimaient de la manière qu'ils comprenaient. Mais l'amour, lorsqu'il est associé à une comparaison constante, peut quand même vous apprendre que votre place est quelque part en marge. Ma sœur avait toujours été facile à aimer. Elle souriait facilement, se faisait des amis sans effort,
savait comment remplir une pièce. Les professeurs se souvenaient d'elle, les voisins demandaient de ses nouvelles. Mes parents parlaient de ses réussites comme s'il s'agissait de victoires partagées. J'étais la calme, la responsable, celle qui allait toujours bien. Quand les proches demandaient comment j'allais, mes parents disaient « Elle va bien. Elle reste dans son coin ». Comme si cela expliquait tout. Lors des dîners de famille, les histoires de ma sœur occupaient la majeure partie de la table. Quand je parlais, c'était généralement pour répondre à une question qui avait déjà été posée 2 fois. Quand j'avais des opinions, elles étaient souvent accueillies par un « c'est gentil », mais suivies de l'idée de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas malveillant. C'était habituel. Avec le temps, j'ai appris à arrêter d'offrir des choses qui n'étaient pas désirées. J'ai appris qu'être facile à vivre mettait les gens à l'aise. J'ai appris que si je ne demandais pas d'attention, personne ne me reprocherait de la prendre. Debout à la fenêtre de la fête de fiançailles, je pouvais sentir tout cela se remettre en place. Le rôle me convenait trop facilement. Un serveur passa avec un plateau de champagne. J'ai pris un verre dont je ne voulais pas juste pour donner à ma main quelque chose à faire. Les bulles montaient rapidement, brillantes et fugaces. Je les ai regardées disparaître et j'ai pensé à quel point il était étrange que les gens puissent célébrer la permanence avec quelque chose qui disparaissait si vite. Le lieu lui-même était magnifique. J'avais approuvé les plans finaux de rénovation 2 ans plus tôt. Je m'étais battu pour l'éclairage près des fenêtres, j'avais insisté sur le revêtement de sol qui brillait maintenant sous les chaussures de tout le monde. Je savais où se trouvait chaque sortie de secours. Je savais quel coin avait encore besoin d'une meilleure insonorisation. Personne ici ne le savait. Il ne voyait qu'une femme debout seule, habillée simplement, ne correspondant pas tout à fait au tableau. C'était très bien. Un groupe s'est rassemblé près de moi, riant bruyamment. L'une d'elles m'a jeté un coup d'œil et a baissé la voix. Pas tout à fait assez. Je ne savais pas qu'elle venait, a-t-elle dit. Je pensais que ce serait plus sélect. Quelqu'un d'autre a gloussé. Je ne les ai pas regardés. Je n'en avais pas besoin. J'avais entendu des versions de cette phrase toute ma vie. J'ai pensé à partir à ce moment-là, à m'éclipser discrètement comme je l'avais toujours fait. Personne ne m'aurait arrêté. Personne n'aurait demandé où j'allais. Mais je suis resté, non pas parce que je voulais prouver quoi que ce soit, non pas parce que j'attendais une vengeance. Je suis resté parce que je voulais voir jusqu'où cela irait quand je laisserais les gens me montrer exactement qui ils étaient. De l'autre côté de la pièce, ma sœur a croisé mon regard pendant une brève seconde. Il y avait une lueur de quelque chose là-bas. De la culpabilité peut-être, ou de l'inconfort. Puis quelqu'un a appelé son nom et elle s'est détournée, souriant à nouveau, son attention déjà ailleurs. Je ne lui en voulais pas. Elle avait appris un ensemble de règles différents du mien. J'ai vérifié mon téléphone, plus par habitude que par besoin. Un message de mon assistante était non lu, un rappel concernant une réunion le lendemain matin, concernant des décisions qui comptaient vraiment. J'ai verrouillé l'écran et glissé le téléphone dans mon sac. Ce soir n'était pas à propos de cette vie-là. Ce soir était à propos de celle-ci. Celle qui m'avait façonné avant même que j'apprenne à m'en échapper. J'ai fini le champagne et posé le verre intact par qui que ce soit d'autre. En me redressant, j'ai remarqué un homme près de l'entrée, scannant la pièce d'une manière qui me semblait familière. Il n'était pas habillé comme les autres, pas de confiance forcée, pas de rire performatif. Ses yeux bougeaient prudemment, professionnellement. Pendant juste un moment, nos regards se sont croisés. Il y avait de la reconnaissance là-dedans. Pas celle qui vient du sang partagé ou de l'obligation, mais celle qui vient du travail partagé, des pièces où les décisions sont prises calmement et où les conséquences sont réelles. J'ai détourné le regard avant qu'il ne puisse s'approcher. Pas encore. La musique a enflé à nouveau, ramenant l'attention vers le centre de la pièce. Des applaudissements ont éclaté alors que quelqu'un tapotait un verre. La fête a continué, impatiente de célébrer, impatiente d'oublier les gens se tenant juste à l'extérieur du cadre. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. Les rires, les murmures, les suppositions. Ils pensaient savoir qui j'étais. Ils l'avaient toujours pensé. Et pendant longtemps, je les ai laissés le croire. J'avais déjà ressenti ce silence. Bien avant que quiconque ne chuchote à propos de photos ou d'argent. Debout près de la fenêtre à la fête de fiançailles de ma sœur, regardant les gens rire sans moi,
cela ne m'a pas choqué. Cela a confirmé quelque chose que je savais depuis que j'étais enfant. Dans ma famille, il y avait toujours une place pour moi, mais elle n'était jamais au centre. J'ai grandi dans un foyer américain parfaitement normal, le genre que les gens décrivaient comme aimant et stable. Il y avait des dîners ensemble, des vacances passées sous le même toit, et des parents qui travaillaient dur et croyaient faire ce qu'il fallait. De l'extérieur, rien ne semblait clocher. De l'intérieur, il y avait un modèle que personne n'a jamais nommé. Ma sœur était facile à aimer. Elle avait une façon d'attirer les gens sans essayer. Les professeurs louaient son enthousiasme. Les voisins commentaient son sourire. Les amis la suivaient partout où elle allait. Mes parents parlaient de son avenir comme s'il était déjà garanti, quelque chose de brillant et d'inévitable. J'étais différente. Pas difficile, juste plus calme. J'aimais observer avant de parler. Je préférais la lecture à la foule, la planification à l'improvisation. J'ai appris très tôt que moins je faisais de bruit, plus les choses semblaient faciles pour tout le monde. Au début, les comparaisons étaient subtiles. Mes parents disaient des choses comme « ta sœur a une telle confiance naturelle » ou « tu sais comment elle est avec les gens ». Ce n'était jamais dit avec malice. C'était dit comme une explication, un simple énoncé de faits. Avec le temps, ces faits ont commencé à ressembler à des instructions. Quand les proches nous rendaient visite, ils interrogeaient ma sœur sur ses amis, ses projets, ses rêves. Quand ils se tournaient vers moi, c'était généralement pour demander comment allait l'école, puis hocher la tête poliment avant de rediriger la conversation. J'ai appris à faire des réponses courtes. J'ai appris à ne pas interrompre le flux. Au dîner, ma sœur racontait des histoires qui remplissaient la table. Les gens se penchaient quand elle parlait. Les rires suivaient naturellement ses mots. Quand j'essayais de contribuer, quelqu'un parlait souvent par-dessus moi, pas grossièrement, juste sans s'en apercevoir. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Je n'étais pas invisible. J'étais pratique. Je réussissais bien à l'école. Je suivais les règles. Je gérais les responsabilités sans qu'on me le demande. Quand quelque chose devait être fait calmement et correctement, on me le confiait généralement. Mes parents me faisaient confiance, mais la confiance et l'admiration ne sont pas la même chose. Me faire confiance signifiait qu'ils ne s'inquiétaient pas pour moi. L'admiration signifiait qu'ils ne pensaient pas beaucoup à moi du tout. Il y a eu des moments qui auraient dû compter plus qu'ils ne l'ont fait. Des anniversaires passés avec de simples cartes et des cadeaux pratiques. Des réussites reconnues par un bref sourire avant que l'attention ne se reporte sur la dernière étape franchie par ma sœur. Rien de tout cela n'était assez dramatique pour être confronté. C'était ça le problème. Une fois, pendant mon adolescence, j'ai évoqué l'idée de partir pour l'université. Pas loin, juste assez loin pour me sentir comme ma propre personne. Mon père a hoché la tête et a dit, ça pourrait être bon pour toi. Ma mère a ajouté, tant que tu es réaliste. Personne n'a demandé ce que je voulais étudier. Personne n'a demandé pourquoi l'idée comptait pour moi. La conversation s'est terminée là, comme si mon avenir avait été suffisamment discuté. J'ai commencé à garder plus de choses pour moi après cela, non par méchanceté, mais par instinct. J'ai remarqué que lorsque je partageais des projets, ils étaient accueillis avec inquiétude au lieu de curiosité. Quand je partageais des rêves, ils étaient doucement remodelés en quelque chose de plus petit, de plus sûr. Alors, j'ai arrêté de partager. Au moment où j'ai eu 17 ans, ma sœur et moi vivions dans la même maison, mais occupions des mondes différents. Elle rentrait à la maison avec des histoires, de l'énergie et des amis dans son sillage. Je rentrais avec des listes dans la tête, des choses qui devaient être faites, des moyens de ne pas gêner. Mes parents n'avaient pas l'intention de me faire sentir comme une réflexion après coup. Ils répondaient simplement à ce qui était bruyant et facile. J'ai appris tôt que si je voulais la paix, je devais devenir un bruit de fond. Avec le recul, je comprends maintenant pourquoi le murmure à la fête de fiançailles ne m'a pas brisé. Il s'intégrait trop bien dans le récit avec lequel j'avais grandi. L'idée que je n'avais pas ma place dans certains espaces avait été plantée des années auparavant, arrosée lentement par l'indifférence et la comparaison. Il y a eu un moment, cependant, auquel je pense encore souvent. C'était petit, presque oubliable, mais cela a tout clarifié. J'étais en dernière année de lycée, assise à la table de la cuisine avec des papiers étalés devant moi, des candidatures, des horaires de travail à temps partiel, des notes sur les dépenses.
J'avais économisé discrètement, travaillant les week-ends et les soirées, construisant quelque chose pour lequel je n'avais pas encore les mots. Ma sœur est entrée, excitée par une nouvelle opportunité, sa voix remplissant la pièce. Mes parents écoutaient, engagés immédiatement, posant des questions, offrant des suggestions. J'ai attendu que la conversation ralentisse avant de mentionner que j'envisageais de déménager après l'obtention de mon diplôme, de trouver du travail dans une ville voisine. Ma mère m'a regardé un instant, surprise. « Cela semble beaucoup », a-t-elle dit. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» J'ai hoché la tête. Je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Mon père a jeté un coup d'œil au papier devant moi et a dit, « Tu sais, tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves tes marques. » Trouver tes marques. Comme si je n'avais pas fait cela depuis le début. J'ai réalisé alors qu'il ne me voyait pas comme quelqu'un capable de construire quelque chose de nouveau. Il me voyait comme quelqu'un qui avait besoin d'être protégé de l'échec. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une limitation déguisée en soin. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma chambre, fixant le plafond, écoutant les sons familiers d'une maison qui ne m'avait jamais tout à fait semblé être la mienne. J'ai compris quelque chose d'important dans ce calme. Si je restais, je continuerais d'être défini par les attentes des autres. Si je partais, j'aurais au moins la chance de me définir moi-même. Je n'ai pas annoncé ma décision de manière dramatique. Je n'ai pas exigé de compréhension. J'ai simplement commencé à me préparer. Au cours de l'année suivante, j'ai travaillé plus d'heures. J'ai économisé agressivement. J'ai cherché des endroits où vivre, des emplois auxquels postuler, des moyens de survivre sans un filet de sécurité que je n'avais pas vraiment. Mes parents ont vaguement remarqué. Ils commentaient à quel point j'étais responsable, à quel point j'étais devenue indépendante. Ils ne demandaient toujours pas pourquoi. Quand je leur ai finalement dit que je partais à 19 ans, la réaction a été calme. Trop calme. Ma mère a demandé si j'avais assez d'argent. Mon père m'a rappelé d'être prudente. Ma sœur m'a serré dans ses bras distraitement, pensant déjà à autre chose. Personne n'a demandé ce que j'espérais devenir. Cela aurait dû faire plus mal que ça ne l'a fait. À ce moment-là, j'avais appris que la déception était plus facile à gérer quand on s'y attendait. Debout à la fête de fiançailles des années plus tard, regardant ma sœur briller dans une pièce pleine de gens qui l'adoraient, je ne me sentais pas jalouse. Je me sentais distante, comme quelqu'un observant une vie qui s'était éloignée de la mienne il y a longtemps. Le murmure à propos de gâcher les photos n'était pas une attaque contre une étrangère. C'était un écho, un renforcement de l'idée que j'étais destinée à rester sur les bords, à être reconnaissante pour l'inclusion plutôt que d'attendre du respect. J'ai regardé mes parents rire avec les invités, fiers et détendus. J'ai regardé ma sœur se pencher vers son fiancé, confiante et adorée. Je me suis regardé refléter faiblement dans la vitre, une femme qui avait appris à disparaître sans jamais vraiment partir. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que mon silence n'avait jamais signifié faiblesse. Il signifiait préparation. Je n'avais pas quitté ma famille parce que je les détestais. Je suis parti parce que rester m'obligeait à continuer de rétrécir. Et quelque part entre être négligé et être sous-estimé, j'avais appris à survivre selon mes propres termes. Au moment où je suis parti à 19 ans, je ne fuyais rien. Je marchais vers le seul avenir qui avait du sens pour moi. J'ai quitté la maison un matin calme où la maison était encore à moitié endormie. Il n'y a pas eu d'adieu dramatique, pas de discours de dernière minute sur le fait de rester en contact. Ma valise était près de la porte, plus légère qu'elle n'aurait dû l'être, remplie de vêtements que j'avais portés trop de fois et de livres dont je n'étais pas prête à me séparer. Je suis resté là un instant, écoutant le bourdonnement familier d'un endroit que j'avais dépassé bien avant d'apprendre à le nommer. Mes parents étaient dans la cuisine quand je suis entré. Ma mère était déjà habillée pour le travail, mon père scannait les nouvelles sur son téléphone. Ils ont levé les yeux quand ils ont entendu mes pas, s'arrêtant tous les deux comme s'ils avaient oublié que cela se passait aujourd'hui. Alors, c'est le moment, a dit ma mère, sans méchanceté. J'ai hoché la tête. Ouais, je pars maintenant. Elle a demandé si j'avais assez d'argent. Je lui ai dit que oui. Mon père m'a rappelé d'être prudente, d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Les mots étaient familiers, usés, comme des répliques répétées par habitude plutôt que par urgence. Personne n'a demandé si j'avais peur. Personne n'a demandé ce que j'espérais qu'il se passe ensuite.
Ma sœur est descendue les escaliers à mi-chemin de l'échange, les cheveux encore en désordre, le téléphone déjà à la main. Elle m'a serré dans ses bras rapidement, distraite, et a dit « Envoie-moi un SMS quand tu arrives ». Puis elle a souri et a disparu dans son monde. C'était tout. J'ai porté ma valise dehors moi-même. Personne ne m'a suivi jusqu'à l'allée. Personne ne s'est tenu sur le porche pour faire signe. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. J'avais déjà appris que mes départs ne s'enregistraient pas de la même manière que les entrées de ma sœur. Le trajet en voiture semblait étrange, comme sortir d'une pièce où l'air s'était lentement raréfié sans que je m'en rende compte. À chaque kilomètre, ma poitrine se desserrait un peu. Non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'avançais enfin dans une direction qui m'appartenait. La ville où j'ai déménagé n'était pas glamour. Ce n'était pas une destination de rêve. C'était simplement abordable, assez proche pour trouver du travail, assez loin pour se sentir anonyme. J'ai loué une petite chambre dans un vieux bâtiment aux murs fins et aux voisins que je connaissais à peine. La fenêtre donnait sur une ruelle. Le chauffage fonctionnait quand il en avait envie. Le matelas s'affaissait au milieu. C'était parfait. Pour la première fois de ma vie, personne ne savait qui était ma sœur. Personne ne me comparait à quelqu'un d'autre. Personne ne s'attendait à ce que je rentre dans un rôle que je n'avais pas choisi. J'étais juste une autre jeune femme essayant de comprendre les choses, et il y avait un soulagement tranquille là-dedans. J'ai trouvé du travail rapidement, non pas parce que c'était facile, mais parce que je n'étais pas difficile. Je servais des tables le soir, nettoyais des bureaux tôt le matin et prenais des quarts de week-end partout où je pouvais. Mes journées se fondaient dans un cycle de travail, de sommeil et de planification. J'ai appris combien coûtaient les courses quand on les achetait soi-même. J'ai appris à quelle vitesse le loyer était dû à nouveau. J'ai appris que l'épuisement était différent lorsqu'il était lié à votre propre survie plutôt qu'aux attentes de quelqu'un d'autre. Il y avait des nuits où je rentrais si fatigué que mes mains tremblaient en déverrouillant la porte. Des nuits où je mangeais debout parce que m'asseoir ressemblait à une reddition. Des nuits où je fixais le plafond et me demandais si je commettais une terrible erreur. Mais il y avait quelque chose de stable sous la peur, le sentiment que chaque choix que je faisais maintenant était le mien seul. Si j'échouais, ce serait selon mes termes. Si je réussissais, personne ne pourrait s'en attribuer le mérite. Je n'ai pas dit à mes parents à quel point c'était dur. Quand ils appelaient, ils demandaient si j'allais bien. Je disais que j'allais bien. Ce n'était pas un mensonge. C'était juste incomplet. Je ne prospérais pas encore, mais j'apprenais. J'ai commencé à économiser sans aucun grand plan attaché à cela. Quelques dollars ici, un peu plus là. Je suivais chaque dépense. Non pas parce que j'étais obsédé par l'argent, mais parce que l'argent représentait des options. Les options signifiaient la liberté. Je remarquais les choses différemment une fois que j'étais seul. Je prêtais attention au quartier, aux bâtiments qui semblaient négligés, mais structurellement sains. Je remarquais comment certaines rues semblaient attendre que quelque chose se passe. Je ne savais pas encore ce que je cherchais, seulement que je ne voulais pas passer ma vie à louer de l'espace dans l'avenir de quelqu'un d'autre. Il y a un après-midi particulier dont je me souviens clairement. Je venais de terminer un long quart de travail et je retournais chez moi, passant devant des rangées de maisons qui semblaient toutes légèrement fatiguées. L'une d'elles avait un petit panneau à vendre devant. La peinture s'écaillait. La cour était envahie par la végétation. La plupart des gens auraient continué à marcher. J'ai ralenti. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas appelé le numéro. Je suis juste resté là un moment à imaginer à quoi cela pourrait ressembler nettoyer, soigner. Ce n'était pas un rêve. C'était une question. Et si je ne faisais pas que survivre ici? Et si je construisais quelque chose? J'ai repoussé la pensée au début. Cela semblait ridicule. J'avais 19 ans, je cumulais plusieurs emplois, je dormais à peine. Posséder quoi que ce soit semblait bien au-delà de ma portée. Mais l'idée ne m'a pas quitté. Elle m'a suivi chez moi, s'est assise tranquillement au fond de mon esprit pendant que je comptais les pourboires et pliais le linge. Personne ne savait que je pensais ainsi. Je n'en ai pas parlé à des amis. Je n'en ai certainement pas parlé à ma famille. J'avais appris que certaines idées étaient mieux protégées par le silence. Mes journées se sont installées dans un rythme. Travailler, économiser, observer.
Je ne dépensais pas d'argent pour des choses qui ne me faisaient pas avancer. Je ne poursuivais pas les distractions. Je ne construisais pas une vie qui semblait excitante de l'extérieur. Je construisais une vie qui semblait stable de l'intérieur. Il y a eu des moments de solitude. Je ne prétendrai pas le contraire. Regarder d'autres personnes de mon âge sortir, faire des voyages, vivre légèrement pendant que je comptais les centimes n'était pas facile. Mais chaque fois que le doute s'installait, je me rappelais pourquoi j'étais parti. Je n'étais pas parti pour être admiré. J'étais parti pour être libre. La ville ne se souciait pas de mon histoire familiale. Mes collègues ne connaissaient pas mon rôle à la table du dîner en grandissant. Les propriétaires ne me comparaient à personne d'autre lorsque le loyer était dû. La responsabilité était directe et honnête d'une manière que j'appréciais. Je suis devenu plus forte sans m'en apercevoir, pas de manière bruyante, de manière calme. J'ai appris à négocier mon emploi du temps, à dire non aux choses que je ne pouvais pas me permettre, à planifier des mois à l'avance au lieu de jours. Quand mes parents demandaient si je comptais revenir à la maison un jour, je disais que je ne savais pas. La vérité était que je savais exactement ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas retourner dans un endroit où ma croissance serait mesurée par rapport au confort de quelqu'un d'autre. Partir ne m'avait pas rendue courageuse. Cela m'avait rendue honnête. Il y a eu une nuit environ 1 an après mon déménagement où je me suis assise seule dans ma petite chambre avec un carnet ouvert sur mes genoux. J'avais suivi mes économies, additionnant de petits chiffres qui ne semblaient pas impressionnants en eux-mêmes. Mais ensemble, ils racontaient une histoire différente. J'ai réalisé alors que je ne faisais pas que m'en sortir. Je posais des fondations. J'ai fermé le carnet et regardé autour de la pièce. La peinture écaillée, les meubles empruntés, la vue sur la ruelle en contrebas. Rien de tout cela ne comptait autant que le fait que j'étais arrivé ici par moi-même. J'ai pensé à ma famille, à la façon dont ils pourraient imaginer ma vie maintenant, probablement comme temporaire, probablement comme quelque chose dont je sortirais en grandissant. Je ne me sentais pas en colère à ce sujet. Je me sentais résolu. Ils n'avaient pas besoin de comprendre ce que je faisais. Ils n'avaient pas besoin d'approuver. Je ne construisais pas cette vie pour eux. En me couchant cette nuit-là, l'épuisement lourd mais satisfaisant, j'ai compris quelque chose qui guiderait chaque décision que je prendrais par la suite. J'étais parti avec rien d'autre que de la fierté, et cela avait suffi pour commencer. Tout le reste viendrait plus tard. Je n'ai pas commencé à chercher une maison parce que je me sentais prête. J'ai commencé parce que j'étais fatigué de payer pour une vie qui ne m'appartenait jamais tout à fait. Le loyer continuait d'augmenter. Les propriétaires changeaient les règles sans avertissement. Chaque mois ressemblait à un rappel que rien autour de moi n'était permanent. Je rentrais du travail un après-midi quand j'ai remarqué un petit panneau penché de travers devant une maison devant laquelle j'étais passé des dizaines de fois auparavant. À vendre. Les lettres étaient délavées, presque apologétiques. La cour était envahie par la végétation, le porche s'affaissait légèrement d'un côté. La plupart des gens voyaient probablement un problème et continuaient leur chemin. Je me suis arrêté. La maison n'était pas belle. La peinture s'écaillait en larges bandes, exposant des couleurs plus anciennes en dessous. Les fenêtres étaient poussiéreuses. L'une d'elles était fissurée. Les marches avant craquaient quand j'y mettais mon poids. Elles semblaient oubliées, ignorées. Je reconnaissais ce sentiment. Je ne suis pas entré ce jour-là. Je n'ai pas appelé le numéro. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, à l'observer, essayant de comprendre pourquoi mon pouce était accéléré. Ce n'était pas de l'excitation. C'était de la reconnaissance. Sous la négligence, la structure était solide. La ligne de toit était droite. Les fondations, d'après ce que je pouvais voir, n'avaient pas bougé. Elle avait une bonne ossature. Cette phrase est restée avec moi alors que je m'éloignais. Une bonne ossature. Cela ressemblait à quelque chose que les gens disaient à propos d'un potentiel dont ils ne savaient pas encore quoi faire. Au cours des semaines suivantes, je me suis surprise à prendre le chemin le plus long pour rentrer juste pour repasser devant cette maison. Parfois je m'arrêtais, parfois non, mais je regardais toujours. J'ai commencé à remarquer d'autres maisons comme celle-ci nichées dans des rues qui semblaient au bord du changement. Je remarquais quel quartier avait de nouveaux cafés, lesquels étaient soudainement plus fréquentés le week-end. Je ne rêvais pas, j'étudiais. Quand j'ai finalement appelé le numéro sur le panneau, ma main tremblait légèrement.
La femme à l'autre bout semblait fatiguée. Elle m'a dit que la maison était sur le marché depuis un moment. Trop de travail, disaient la plupart des acheteurs. Trop d'inconnus. Je comprenais ce langage. C'était le même que les gens avaient utilisé à mon sujet toute ma vie. La première fois que je suis entré à l'intérieur, l'odeur m'a frappé immédiatement. La poussière, l'humidité, quelque chose de vieux et de rassis. Les planchers étaient rayés. Les murs tachés aux endroits où l'eau avait fui. Les armoires de cuisine pendaient inégalement, leurs charnières rouillées. Il n'y avait aucune élégance ici. Pas encore de charme, mais je pouvais le voir. Je pouvais voir des lignes épurées là où le désordre régnait, de la lumière là où la crasse la bloquait maintenant. Je pouvais imaginer ce que cela ferait de se tenir dans un espace que j'avais réparé de mes propres mains. Je n'ai dit à personne ce que je pensais. Ni à mes parents, ni à ma sœur, ni même aux quelques connaissances que j'avais faites en ville. J'avais appris trop tôt le coût du partage des projets. Les gens entendaient l'incertitude et répondaient par le doute. Je n'avais pas besoin de ça. Au lieu de cela, j'ai fait des maths. Je suis rentré chez moi et j'ai étalé mes carnets, mes économies, mes revenus, mes dépenses, des chiffres que je connaissais par cœur. J'ai examiné des options de prêt auxquelles j'étais à peine éligible. J'ai envisagé les pires scénarios. Et si je perdais un emploi? Et si les réparations coûtaient plus cher que prévu? Et si personne ne voulait louer chez moi? Chaque scénario se terminait de la même manière. Ce serait dur, mais pas impossible. Quand j'ai mentionné l'idée avec désinvolture à une collègue, elle a ri. Pas méchamment, juste surprise. Tu penses acheter une maison toute seule? J'ai hoché la tête. Elle a secoué la tête. C'est risqué. Tu es jeune. Tu devrais attendre d'être plus stable. Plus stable? Le mot semblait creux. J'avais été stable toute ma vie. Assez stable pour porter un poids qui n'était pas le mien. Assez stable pour être négligé. Je n'ai pas demandé de conseil après ça. Le jour où j'ai signé les papiers, l'agence immobilière était calme. L'agent semblait légèrement confus par ma présence, comme s'il s'attendait à quelqu'un de plus âgé, de plus bruyant, de plus confiant. Je n'ai pas rempli la pièce d'excitation. J'ai posé des questions prudentes. J'ai tout lu 2 fois. Quand j'ai signé mon nom, il n'y a pas eu de vague de triomphe, pas de sens dramatique d'arrivée, juste une conscience constante que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La maison était à moi. J'ai emménagé immédiatement, non pas parce que c'était confortable, mais parce que je ne pouvais pas me permettre de ne pas le faire. Il n'y a pas eu d'eau chaude la première semaine. Le système de chauffage fonctionnait sporadiquement, choisissant son propre horaire. J'ai appris rapidement quelle prise était peu fiable, quelle porte coinçait par temps humide. Le jour, je faisais mes boulots habituels. La nuit, je devenais quelqu'un d'autre entièrement. Je regardais des vidéos sur les réparations. Je lisais des manuels que je comprenais à peine. J'ai appris à décaper la peinture, à réparer les cloisons sèches, à dire quand un problème était cosmétique et quand il était structurel. Mes mains étaient constamment douloureuses. Mes vêtements sentaient la poussière et la sueur. Je m'endormais la plupart des nuits trop fatigué pour penser. Mais quelque chose était différent maintenant. Chaque amélioration, aussi petite soit-elle, restait. Chaque heure que je passais à travailler ne disparaissait pas dans l'actif de quelqu'un d'autre. Elle s'accumulait. J'ai réparé les pires fuites d'abord, puis les planchers. J'ai peint une pièce à la fois, en prenant soin de ne pas me précipiter. J'ai trouvé des luminaires bon marché dans des magasins de récupération, j'ai appris à voir de la valeur là où d'autres voyaient des déchets. Lentement, la maison a commencé à changer. Moi aussi. Il y avait des moments où je me remettais en question. Debout sous la douche froide, l'eau à peine tiède, je me demandais si j'avais commis une erreur. Éveillé la nuit, écoutant des craquements inconnus, je me demandais si j'en avais pris plus que je ne pouvais supporter. Mais chaque fois que le doute s'installait, je me rappelais quelque chose de simple. J'avais choisi cela. Personne ne m'avait poussé. Personne ne m'avait convaincu. Ce n'était pas une vie dans laquelle j'étais tombé. C'était une vie que je construisais. Quand mes parents demandaient comment les choses allaient, je leur disais que j'étais occupé. Quand ma sœur demandait où je vivais, je disais que j'avais trouvé un endroit. Ils ne demandaient pas de détails.
Je ne leur en offrais pas. Je ne me cachais pas. Je protégeais quelque chose de fragile. Après plusieurs mois, la maison semblait assez différente pour que les gens commencent à le remarquer. Les voisins commentaient la peinture fraîche, la cour nettoyée. L'un d'eux a demandé si je prévoyais de vendre. J'ai secoué la tête. Je n'étais pas prête pour cette conversation. L'idée de louer est venue lentement. Au début, c'était juste une pensée, un moyen de compenser les coûts, un moyen de respirer un peu plus facilement. J'ai fait des recherches sur les lois locatives, les baux, les attentes. Je ne me suis pas précipité. Quand j'ai finalement mis une chambre en location, mes mains n'ont pas tremblé. Cette fois, j'avais appris la valeur de la patience. La première personne qui a emménagé était calme, respectueuse. Le loyer couvrait une partie importante de mes dépenses. Pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, j'ai senti quelque chose changer en moi. La maison travaillait avec moi. J'ai gardé mon style de vie identique. Pas de célébration, pas de mise à niveau. Chaque dollar supplémentaire retournait dans les réparations ou les économies. Je documentais tout. Je suivais les progrès. Je traitais cela non pas comme un rêve, mais comme un système. Certains soirs après avoir fini le travail, je m'asseyais sur les marches avant et je regardais ce que j'avais créé jusqu'à présent. Ce n'était pas impressionnant selon la plupart des normes. Ce n'était pas quelque chose dont on se vantait, mais c'était solide, réel. Je pensais à la fille que j'avais été à 19 ans, quittant la maison avec une valise et une résolution tranquille. Je pensais au peu de foi que quiconque avait placé en moi à l'époque. Je ne me sentais plus en colère à ce sujet. Je me sentais reconnaissante. Être sous-estimé m'avait donné de l'espace pour bouger sans interférence. Au moment où la maison fut entièrement fonctionnelle, elle ne ressemblait plus à quelque chose que les gens évitaient. Elle ressemblait à un endroit où quelqu'un pouvait vivre confortablement, un endroit stable, un endroit soigné. Debout dans l'embrasure de la porte un soir, la peinture séchant encore dans le couloir, j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois. Je n'avais pas seulement acheté une maison. Je m'étais acheté un avenir qui ne nécessitait l'approbation de personne. Et une fois que vous construisez quelque chose comme ça calmement et délibérément, cela change la façon dont vous voyez tout ce qui vient ensuite. La maison a cessé de ressembler à un pari le jour où le premier paiement de loyer a été encaissé. Je me souviens avoir fixé mon application bancaire plus longtemps que nécessaire, l'actualisant 2 fois juste pour m'assurer que c'était réel. Le montant n'était impressionnant pour personne d'autre, mais il signifiait quelque chose pour moi. Cela signifiait que la maison n'était plus seulement un abri. Elle fonctionnait. Au début, je me disais que c'était tout ce que je voulais. Si le loyer pouvait couvrir les charges et une partie de l'hypothèque, ce serait suffisant. Je n'essayais pas de devenir riche. J'essayais de respirer. Le locataire était calme, respectueux, payait à temps. Nous nous croisions occasionnellement dans la cuisine, échangions des bonjours polis, et retournions à nos vies. J'ai appris rapidement qu'être propriétaire ne concernait pas le pouvoir. Cela concernait la responsabilité. Quand quelque chose cassait, je le réparais. Quand il y avait confusion, je clarifiais. Je ne collectais pas de l'argent pour rien. Je maintenais un système. Ce mot est resté avec moi. Système. Le loyer arrivait chaque mois, régulier et prévisible. Il ne fluctuait pas avec mon humeur ou mon niveau d'énergie. Il ne se souciait pas de savoir si j'étais fatigué ou débordé. Il se présentait tranquillement, faisant exactement ce qu'il était censé faire. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas changé mes dépenses. Je ne l'ai dit à personne. J'ai ouvert un compte séparé et j'y ai mis chaque dollar de revenu locatif. Je l'ai traité comme s'il n'existait pas. Au lieu de cela, j'ai commencé à écrire des choses, des dépenses, des réparations, des délais. Je suivais combien de temps il fallait pour résoudre les problèmes, combien coûtait chaque amélioration, ce qui comptait vraiment pour les locataires et ce qui ne comptait pas. J'ai appris que la peinture fraîche comptait plus que les luminaires sophistiqués, que les espaces propres et fonctionnels comptaient plus que les tendances. Je ne suivais pas les conseils de gourous ou de livres. J'apprenais de la réalité. La maison m'a appris la patience. Elle m'a appris comment les petites décisions s'accumulaient avec le temps. Chaque amélioration rendait la suivante plus facile. Chaque problème résolu rendait le suivant moins intimidant.
J'ai commencé à remarquer autre chose, aussi. L'anxiété avec laquelle je vivais depuis des années a commencé à desserrer son emprise. Pas disparaître, mais s'adoucir. Il y avait du réconfort à savoir que si je perdais un emploi, je ne perdrais pas tout. Que cet actif m'avait donné une marge que je n'avais jamais eue auparavant. Je ne me sentais pas riche. Je me sentais en sécurité. Ce sentiment a changé la façon dont je marchais dans le monde. Je me tenais plus droite. Je parlais plus délibérément. Non pas parce que j'essayais d'impressionner qui que ce soit, mais parce que je me faisais un peu plus confiance chaque jour. Quand les gens demandaient comment j'allais, je disais toujours que j'allais bien. Ce n'était plus une diversion. C'était simplement vrai. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à remarquer d'autres propriétés plus intentionnellement, pas de manière obsessionnelle, avec des involtures. Je prêtais attention aux annonces qui restaient intactes, aux maisons dont le prix était juste assez bas pour effrayer les gens. Je reconnaissais le modèle maintenant. Trop de travail, ne vaut pas les tracas, risqués. Je ne me suis pas précipité pour acheter quoi que ce soit. Je ne prévoyais même pas de le faire. J'observais juste. Sur mon trajet, je prenais des itinéraires différents. Je remarquais quels quartiers faisaient l'objet de discussions différentes, lesquels étaient soudainement plus fréquentés le week-end. Je lisais les nouvelles du développement local. J'apprenais comment fonctionnait le zonage, combien de temps prenaient les permis, combien de temps les gens étaient prêts à attendre avant d'abandonner. Je ne rêvais pas d'échelle. J'apprenais le contexte. La nuit, après le travail, je m'asseyais à la petite table de la salle à manger que j'avais rénovée moi-même et je passais en revue mes notes. La maison était calme, le genre de calme qui semble mériter. Je ne m'y sentais pas seul. Je me sentais concentré. Ma famille ne savait toujours rien de tout cela. Quand mes parents appelaient, ils posaient des questions sur le travail. Je leur disais que c'était stable. Quand ma sœur mentionnait ses projets, j'écoutais. Personne ne demandait comment je vivais maintenant. Personne ne demandait si j'avais besoin de quoi que ce soit. Cela faisait mal avant. Maintenant, cela ressemblait à la liberté. J'ai réalisé quelque chose d'important lors d'un de ces appels. Leur manque d'intérêt signifiait qu'ils ne pouvaient pas interférer. Ils ne pouvaient pas remettre en question mes choix ou offrir des conseils façonnés par leurs hypothèses. Mon silence était devenu un bouclier. La deuxième maison est entrée dans ma vie tranquillement. Pas de moment dramatique, pas de montée d'adrénaline. C'était une autre annonce qui était restée trop longtemps. Plus petite que ma première, moins de charme, plus de problèmes. Mais les chiffres avaient du sens, à peine. Je l'ai parcouru une fois, puis une autre. Je n'en suis pas tombée amoureuse. Je l'ai évaluée. Cette fois, je savais ce que je regardais. Je savais quels problèmes étaient gérables et lesquels étaient rédhibitoires. Je savais combien de temps j'étais prête à donner. Je savais ce que je pouvais réparer moi-même et ce qui nécessitait de l'aide. Quand j'ai fait l'offre, je me sentais calme. Pas de main tremblante, pas de spirale de doute, juste une confiance tranquille construite sur l'expérience. Le deuxième achat n'a pas changé ma vie du jour au lendemain. Il l'a compliqué. Plus de responsabilités, plus de planification, plus de travail. Mais il suivait le même système. Acheter bas, réparer intentionnellement, louer à des gens qui respectaient l'espace. Je n'ai pas amélioré mon style de vie. Je ne l'ai pas dit à des amis. Je n'ai pas changé mes routines. Au contraire, je suis devenu plus discipliné. Les deux maisons ont commencé à fonctionner comme des engrenages dans la même machine. L'une se couvrait elle-même. L'autre avançait lentement vers la stabilité. Je surveillais les comptes attentivement, ajustant si nécessaire, ne supposant jamais que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Il y avait des mois où des dépenses imprévues anéantissaient ce que je pensais être des progrès. Il y avait des nuits où je restais éveillé à calculer à nouveau les pires scénarios. Mais cette fois, la peur ne me paralysait pas. Elle m'informait. Je construisais quelque chose qui nécessitait de la cohérence, pas de la chance. Parfois, je me surprenais à penser à la façon dont ma famille réagirait s'ils savaient. L'image ne durait jamais longtemps. Je ne me cachais pas d'eux. Je n'offrais simplement pas quelque chose qu'ils n'avaient pas gagné le droit de questionner. J'ai rendu visite à la maison une fois pendant cette période, juste un court voyage. La maison semblait la même.
Les conversations suivaient les mêmes schémas. Ma sœur parlait de sa vie. Mes parents écoutaient. Quand c'était mon tour, les questions étaient brèves. Le travail va toujours? Ouais, ai-je dit, occupé. Ils ont hoché la tête, satisfaits. Pas de suivi. J'ai réalisé alors que je pouvais vivre une vie entièrement différente et que cela ne perturberait pas la version de moi qu'ils gardaient dans leur esprit. Cette réalisation était étrangement apaisante. De retour chez moi, je me tenais entre mes deux propriétés un soir, les clés à la main, le ciel s'assombrissant au-dessus de moi. Il n'y avait personne pour en être témoin. Personne pour me féliciter, personne pour me dire que je m'en sortais bien. Je n'avais pas besoin d'eux. Ce que je ressentais à ce moment-là n'était pas de la fierté. C'était de l'alignement. Pour la première fois, les efforts que je mettais dans ma vie correspondaient à la direction qu'elle prenait. J'ai commencé à penser moins à faire mes preuves et plus à la durabilité, au genre de vie que je voulais dans 10 ans, au nombre de pièces mobiles que je pouvais gérer de manière réaliste sans me perdre. Je ne cherchais pas l'échelle. Je concevais la stabilité. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans la maison calme et j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Je ne me sentais pas riche. Je ne me sentais même pas particulièrement prospère. Je me sentais en sécurité. Et après une vie passée à être négligée, sous-estimée et gérée tranquillement par les attentes des autres, la sécurité ressemblait au plus grand luxe que je pouvais imaginer. C'était suffisant de savoir que ce que je construisais n'avait pas besoin d'être vu pour être réel. L'appel est arrivé un mardi après-midi alors que je me tenais dans le couloir de ma deuxième propriété, tenant un presse-papier et écoutant un entrepreneur expliquer pourquoi une réparation prendrait plus de temps que promis. Je suis entré dans une pièce vide pour répondre, me préparant déjà au ton familier. Claire, a dit ma mère, chaleureuse mais distante. Je voulais m'assurer que tu avais reçu l'invitation. J'ai jeté un coup d'œil à la notification par email que je n'avais pas encore ouverte. Je savais ce que c'était avant qu'elle ne le dise. Les fiançailles de ma sœur, la date, le lieu, une étape familiale à laquelle on attendait que j'assiste simplement parce que c'était ce que faisaient les filles. Oui, ai-je dit. Je l'ai vu. Nous sommes très excités, a-t-elle continué. Ça va être une belle soirée, un endroit très agréable. Tu aimeras. Je l'ai remerciée, j'ai écouté pendant qu'elle remplissait le silence avec des détails sur le traiteur et les listes d'invités, et j'ai attendu la partie qui n'est jamais venue. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé si je pouvais venir. Elle n'a pas demandé à quoi ressemblait mon emploi du temps. L'invitation n'était pas une question. C'était une notification. Après avoir raccroché, je suis resté seul dans la pièce calme et j'ai laissé le poids de la chose s'installer. Je n'étais pas rentré à la maison depuis un moment. Assez longtemps pour que ma vie ne se sente plus connectée à cet endroit de manière réelle. L'idée d'y retourner me remplissait d'une tension familière. Pas de la peur exactement, mais de la fatigue. J'aurais pu refuser. J'avais plus qu'assez de raisons. Le travail était prenant. Le voyage était incommode. Émotionnellement, j'étais dans un endroit où rouvrir d'anciennes dynamiques semblait inutile. J'ai fixé le mur blanc un instant, imaginant le soulagement de rester où j'étais. Mais j'ai dit oui. Non pas parce que je me sentais obligé, non pas parce que je voulais une approbation. J'ai dit oui parce qu'une partie de moi voulait voir ce que cela ferait de retourner dans ce monde en tant que quelqu'un qu'il ne comprenait plus. Le trajet du retour a pris plus de temps que dans mes souvenirs. Des sorties familières défilaient floues, chacune déclenchant un souvenir sur lequel je ne m'attardais pas. Je ne revenais pas en tant que la fille qui était partie avec une valise et une résolution tranquille. Je revenais en tant que quelqu'un d'autre entièrement, même si personne là-bas ne le savait encore. Je suis arrivé la veille de la fête de fiançailles. La maison de mes parents semblait exactement la même. Même peinture, même lumière de Porsche, même sentiment que le temps passait différemment là-bas. Ma mère m'a serré fort dans ses bras quand je suis entré, commentant à quel point j'avais l'air mince. Mon père m'a interrogé sur le trajet. Ma sœur était sortie, occupée par des plans de dernière minute. Le dîner était poli, confortable, prévisible. Ils ont posé des questions sur mon travail de la même manière qu'ils l'avaient toujours fait. Toujours à travailler dans l'immobilier, a demandé mon père vaguement. Oui, ai-je dit, toujours occupé. C'est bien, a dit ma mère. La stabilité est importante. J'ai hoché la tête.
Personne n'a demandé à quoi ressemblait cette stabilité. Personne n'a demandé ce que je gérais, possédais ou construisais. La conversation a dérivé facilement vers les projets de mariage de ma sœur, la famille de son fiancé, à quel point tout cela était excitant. J'écoutais, souriais et me sentais étrangement détaché, comme si je regardais une pièce familière depuis un siège assez éloigné pour que le dialogue ne m'attire plus. Plus tard cette nuit-là, seul dans mon ancienne chambre, j'ai déballé lentement. La pièce semblait plus petite que dans mes souvenirs. Les murs gardaient encore les traces d'une version de moi qui semblait lointaine maintenant. Je me suis assise au bord du lit et j'ai pris une respiration. Cet endroit m'avait façonné, mais il ne me définissait plus. Le matin de la fête de fiançailles est arrivé lumineux et clair. Je me suis réveillé tôt, non par excitation, mais par habitude. Je me suis habillé simplement, choisissant le confort plutôt que l'impact. Je n'étais pas là pour être remarqué. Je n'étais pas là pour expliquer quoi que ce soit. J'étais là pour observer. Au petit déjeuner, ma sœur a fait irruption dans la cuisine, énergique et distraite. Elle m'a serré dans ses bras rapidement, m'a remercié d'être venue, et s'est lancée dans une liste de choses qu'elle devait encore faire. Je l'ai félicitée sincèrement. Elle avait l'air heureuse. C'était important. Son fiancé est arrivé peu après. Il était confiant, s'exprimait bien, le genre d'homme qui remplissait l'espace facilement. Il m'a serré la main fermement, a demandé ce que je faisais comme travail, et a hoché la tête poliment à ma réponse. Il y a eu une lueur de quelque chose dans ses yeux quand je n'ai pas élaboré. De la curiosité peut-être, ou du jugement. Quoi qu'il en soit, il est passé à autre chose rapidement. Le lieu était à une courte distance en voiture. Quand nous sommes entrés, je l'ai reconnu immédiatement, l'angle du bâtiment, les choix d'aménagement paysager, la façon dont la lumière frappait l'entrée juste comme il faut l'après-midi. J'avais approuvé ces détails. Mes parents admiraient le lieu ouvertement, commentant à quel point il semblait élégant. Ma sœur s'extasiait sur les photos qu'ils obtiendraient ici. Son fiancé parlait de combien sa famille avait été impressionnée. Je n'ai rien dit. Traverser l'espace semblait surréaliste. Je savais où les planchers craquaient, où l'acoustique adoucissait les voix. Je savais quels coins avaient été les plus difficiles à rénover. Je me déplaçais à travers comme une invitée, même si chaque détail chuchotait la familiarité. Personne ne l'a remarqué. Les invités ont commencé à arriver, remplissant la pièce d'énergie et d'attente. Je me tenais légèrement à l'écart, regardant les interactions se dérouler. Des proches que je n'avais pas vus depuis des années m'ont salué poliment, puis se sont éloignés. Les conversations coulaient autour de moi, atterrissant rarement. Je ne me sentais pas offensé. Je me sentais confirmé. Ma sœur se déplaçait dans la foule sans effort, présentant les gens, riant, posant pour des photos. Elle ressemblait exactement à la version d'elle que tout le monde avait toujours adorée. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Je savais juste que mon rôle n'avait pas changé. À mesure que la pièce devenait plus bruyante, je me suis retrouvé près des fenêtres à nouveau, le même instinct me guidant là-bas. Il était plus facile de respirer sur les bords, plus facile de voir. J'ai entendu des fragments de conversation alors que les gens passaient. Des commentaires sur les apparences, sur le succès, sur qui appartenait où. Rien de tout cela ne m'était adressé directement. Pas encore. Mes parents m'ont fait signe de l'autre côté de la pièce, souriant, fiers. J'ai répondu par un signe de la main. Nous avons partagé un moment de politesse mutuelle et rien de plus. J'ai pensé au nombre de fois dans ma vie où j'avais essayé de combler ce fossé, de m'approcher, d'être plus visible, et à quel point cet effort avait été épuisant. Maintenant, debout dans un endroit que je possédais mais que je ne revendiquais pas, entouré de gens qui ne me voyaient pas, je me sentais étrangement calme. Je n'avais rien à prouver ici. La fête de fiançailles avançait exactement comme prévu. Des toasts ont été portés. Les rires montaient et descendaient. Les appareils photo flashaient. La soirée s'installait dans son rythme. Et toujours, personne ne me demandait rien de nouveau. J'ai regardé ma sœur se pencher vers son fiancé, regarder comment il tenait la cour avec aisance. J'ai remarqué comment il scannait la pièce, comment ses yeux évaluaient les gens rapidement, avec confiance. Je me demandais quelle conclusion il avait déjà tirée. La pensée ne m'a pas bouleversé. Elle m'a intrigué. Alors que la fête continuait, j'ai réalisé quelque chose de tranquillement important.
Revenir n'avait pas rouvert de vieilles blessures comme je l'avais craint. Cela les avait clarifiées. Je pouvais voir les schémas clairement maintenant sans que l'émotion ne les obscurcisse. Ce n'était pas une question d'amour ou de négligence. C'était une question de familiarité, de rôles qui avaient été fixés il y a si longtemps que personne ne les remettait plus en question. J'étais la calme, l'autonome, celle qui n'avait pas besoin de grand-chose. Il n'avait aucune raison de regarder de plus près. Debout là, inaperçu et non dérangé, j'ai compris que quoi qu'il arrive ensuite, cela en dirait bien plus sur eux que cela ne pourrait jamais en dire sur moi. Et alors que les lumières se réchauffaient et que la musique enflait, j'ai senti que quelque chose était sur le point de changer. Non pas parce que je l'avais prévu, non pas parce que je le voulais, mais parce que la vérité a une façon de faire surface quand les gens sont trop occupés à jouer la comédie pour la voir venir. Je suis entré complètement dans la pièce juste au moment où la musique changeait et où les gens commençaient à se regrouper plus près, attirés vers le centre où ma sœur et son fiancé posaient pour une autre série de photos. L'air semblait plus chaud maintenant, plus lourd de parfum, de champagne et d'attente. C'était la partie de la soirée dont tout le monde se souvenait. C'était là que les impressions se durcissaient. Personne ne me cherchait. Je me tenais près du bord de la foule, lissant ma robe une fois par habitude, puis m'arrêtant. Le tissu était propre, simple, banal. Il faisait exactement ce qu'il devait faire. Moi aussi. Un groupe de proches est passé derrière moi, leur voix juste assez basse pour qu'ils pensent être discrets. Je ne savais pas quelle serait là, a dit l'un d'eux. Un autre a ri doucement. Eh bien, c'est la famille, je suppose. Le mot famille a atterri bizarrement, comme une technicité plutôt qu'un lien. Je ne me suis pas retourné. J'avais appris il y a longtemps que confronter les murmures ne leur donnait que plus de poids. Au lieu de cela, j'ai regardé le reflet dans la vitre alors que les gens bougeaient et se réorganisaient, s'orientant soigneusement vers un meilleur éclairage, une meilleure compagnie. Une femme que je reconnaissais à peine m'a souri poliment et a demandé, « Alors, tu es en visite pour longtemps ?»« Juste quelques jours, ai-je dit. Elle a hoché la tête, regardant déjà au-delà de moi. « C'est gentil. » La conversation s'est terminée avant de commencer. Je me suis rapproché un peu plus du mur, laissant instinctivement de l'espace aux gens. Ce n'était pas de la soumission. C'était de l'efficacité. Je savais exister sans perturber le tableau. Ma sœur riait bruyamment près du centre de la pièce, la tête inclinée juste comme il faut alors que les appareils photo flashaient. Elle semblait radieuse, complètement à l'aise. Son fiancé se tenait à côté d'elle, confiant, détendu, appréciant l'attention. Il ressemblait à quelqu'un qui ne s'était jamais demandé s'il avait sa place. Je me demandais quand il avait décidé pour la première fois que je ne l'avais pas. Comme convoqué par la pensée, il s'est détaché du groupe de photos et a commencé à se faufiler dans la foule. Ses yeux scannaient les visages rapidement, évaluant, catégorisant. Quand ils se sont posés sur moi, ils se sont arrêtés une demi-seconde trop longtemps. Il a souri. C'était poli en surface, répété. Il s'est approché, assez près pour que sa présence soit enregistrée comme intentionnelle. Je me suis tourné pour lui faire face, correspondant à son sourire par réflexe plus que par chaleur. « Tu t'amuses bien ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge. J'observais. Cela comptait comme de l'amusement pour moi. Il a hoché la tête, son regard passant brièvement sur ma robe, puis revenant à mon visage. Le regard était rapide, mais il n'était pas subtil. Je l'avais déjà vu, un calcul déguisé en curiosité. Il s'est penché légèrement, comme s'il partageait quelque chose d'amusant. Sa voix a baissé, décontractée et confiante, la façon dont les gens parlent quand ils supposent un accord. « Tu sais » a-t-il dit doucement. « Tu n'aurais vraiment pas dû venir. » J'ai senti le changement avant que les mots n'atterrissent complètement. L'espace autour de nous a semblé se resserrer, le bruit de la pièce s'atténuant juste un peu. Je n'ai pas répondu. Il a souri plus largement, prenant mon silence pour de la confusion. Il s'est penché plus près, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Cher et délibéré. Les pauvres ont gâché les photos, a-t-il chuchoté, son ton presque enjoué, comme s'il me mettait dans la confidence d'un secret inoffensif. Pendant un moment, j'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu, non pas parce que les mots n'étaient pas clairs, mais parce qu'ils étaient si inutiles, si nonchalamment cruels que mon esprit résistait à les accepter. Mais je l'avais entendu.
J'ai senti mes doigts se recroqueviller légèrement sur le côté, les ongles s'enfonçant dans ma paume. Ma poitrine est devenue très calme. Pas serrée, juste silencieuse, comme si tout en moi s'était arrêté pour prendre note. Il s'est reculé, satisfait, regardant déjà au-delà de moi vers quelqu'un de plus intéressant. L'échange pour lui était terminé. Autour de nous, les rires continuaient. Les verres s'entrechoquaient. Quelqu'un a réclamé une autre photo. Personne n'avait remarqué. Personne n'était intervenu. Le moment n'existait qu'entre nous, scellé par sa certitude que cela resterait ainsi. Je suis resté là une seconde de plus que nécessaire, regardant son dos alors qu'il rejoignait ma sœur. Il a glissé son bras autour d'elle facilement, chuchotant quelque chose qui l'a fait rire. Elle s'est penchée vers lui, inconsciente. Je n'ai pas ressenti l'envie de pleurer. Je n'ai pas ressenti l'envie de crier. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus froid et de bien plus familier. La reconnaissance. Ce n'était pas à propos de photos. Ce n'était même pas à propos d'argent. C'était à propos de permission. Il avait décidé d'un seul coup d'œil que je ne méritais pas d'espace dans son image. Et il s'était senti en droit de me le dire. Je me suis éloigné avant que quiconque ne puisse voir mon visage changer. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas bousculé les gens de manière dramatique. J'ai simplement bougé, laissant la foule se refermer derrière moi comme si je n'avais jamais été là. Près des fenêtres, l'air semblait plus frais. J'ai posé ma main légèrement contre la vitre et je me suis concentré sur ma respiration, lente et contrôlée. Dehors, les lumières de la cour brillaient doucement, indifférentes à ce qui se passait à l'intérieur. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais été réduite à un inconvénient, un élément d'arrière-plan, quelque chose à gérer plutôt qu'à respecter. J'ai pensé à la facilité avec laquelle les gens montraient leur caractère quand ils croyaient qu'il n'y aurait aucune conséquence. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un rire à nouveau, un son haut et clair. Il semblait déconnecté de moi maintenant, comme du bruit venant d'une autre pièce. J'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans la vitre. J'avais l'air calme, posé, exactement comme je voulais paraître. Personne ne devinerait ce qu'on venait de me dire. Personne ne devinerait à quel point mon immobilité était délibérée. Je ne suis pas parti. C'était la partie dont j'étais la plus fière. Je suis resté parce que je refusais de laisser quelqu'un d'autre décider où était ma place. Je suis resté parce que partir immédiatement aurait ressemblé à une confirmation de son jugement. Je suis resté parce que je n'avais pas besoin de m'expliquer à qui que ce soit dans cette pièce. J'avais simplement besoin de regarder. Alors que la soirée continuait, j'ai remarqué de petits changements. La conversation s'arrêtant quand je m'approchais. Les gens me jetant un coup d'œil, puis se détournant. Ce n'était pas manifeste. C'était instinctif, comme s'ils sentaient que je ne correspondais pas au ton qu'ils essayaient de maintenir. Une de mes tantes m'a frôlé et a souri maigrement. « Tu es très courageuse de venir seule », a-t-elle dit comme si c'était un compliment. J'ai hoché la tête. « Merci. » Elle a hésité, puis a ajouté, « Tout le monde n'est pas à l'aise dans des endroits comme celui-ci. » J'ai laissé l'implication s'installer entre nous. « Le confort vient avec le temps », ai-je dit. Elle ne savait pas quoi faire de ça. Elle s'est excusée rapidement. Mes parents ont croisé mon regard de l'autre côté de la pièce à nouveau. Ma mère a levé son verre dans un petit geste, souriant. J'ai souri en retour. La distance entre nous semblait plus grande que la pièce elle-même. Je me suis demandé brièvement ce qu'ils penseraient s'ils savaient ce qu'on venait de me dire. Puis j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Ils n'avaient pas remarqué mon malaise pendant des années. Pourquoi le remarqueraient-ils maintenant? J'ai regardé ma sœur se déplacer dans la foule, rayonnante et occupée. Elle avait l'air heureuse. Je me suis accroché à ça. Quoi que devienne cette nuit, ce n'était pas sa faute. Elle avait grandi dans un monde qui récompensait sa présence. Elle ne savait pas ce que cela faisait d'être tranquillement effacée. L'homme qui m'avait chuchoté à l'oreille a ri à nouveau, plus fort cette fois. Il avait l'air détendu, confiant d'avoir géré une irritation mineure de manière appropriée. Je me demandais combien de fois il parlait aux gens de cette façon, combien de fois personne ne le corrigeait. Je me demandais combien de personnes avalaient des commentaires comme celui-là chaque jour parce qu'il était plus facile que de faire une scène. La pensée s'est installée lourdement dans ma poitrine. Je me suis retourné vers la fenêtre, me donnant un moment de plus,
non pas pour récupérer, mais pour décider. Je savais avec une clarté absolue que ce n'était pas le moment de parler, pas le moment de révéler quoi que ce soit. Si je le faisais, cela ressemblerait à de la défense, à de la justification, comme si je demandais à être prise au sérieux. Je ne demandais plus ça. Derrière moi, des pas approchaient, plus lents, plus délibérés que les autres. Je ne me suis pas retourné tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Je reconnaissais la cadence. Quand j'ai enfin regardé, j'ai vu un homme se tenant à quelques mètres, son expression passant de la surprise à la reconnaissance. Ses yeux se sont adoucis légèrement, sa posture se redressant avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « Claire » a-t-il dit prudemment, comme s'il testait le nom. J'ai croisé son regard et j'ai fait un petit signe de tête. Pendant juste une seconde, la pièce autour de nous a semblé s'arrêter. Les rires semblaient plus lointains. La musique s'est atténuée. Il a souri, sincère cette fois, et a fait un pas de plus. Je ne le savais pas encore, mais la cruauté chuchotée dans mon dos venait d'atteindre sa date d'expiration. Non pas parce que je prévoyais une vengeance, non pas parce que j'avais élevé la voix, mais parce que quelqu'un d'autre m'avait enfin vu clairement. Et une fois que cela arrive, le rire ne sonne plus jamais de la même manière. La pièce n'est pas devenue silencieuse d'un coup. C'est arrivé par morceaux. Un rire coupé court près du bar, une conversation s'estompant au milieu d'une phrase. La musique jouait toujours, mais plus doucement en quelque sorte, comme si elle sentait qu'elle n'était plus la chose principale que les gens écoutaient. L'homme debout devant moi a fait un autre pas plus près, prudent de ne pas s'imposer, mais clairement décidé à parler. Il ne portait aucun marqueur évident de richesse, aucun besoin de faire de la publicité. Sa confiance venait de la familiarité avec des pièces comme celle-ci, du fait de savoir qu'il avait sa place partout où les décisions étaient prises. « Je me disais bien que c'était toi », a-t-il dit, sa voix chaleureuse de reconnaissance. Je n'y croyais presque pas, ça fait un bail, ai-je répondu. Il a hoché la tête, comme s'il rattrapait mentalement le temps où nous n'avions pas parlé à voix haute. Trop longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir ici ce soir. Avant que je puisse répondre, il a tendu la main, non pas vers moi, mais légèrement vers l'extérieur, comme s'il signalait inconsciemment que notre échange n'était pas privé. Je suis content de t'avoir attrapé, a-t-il dit. Je voulais te parler de l'expansion de Lakeshore. Nous avons finalisé les chiffres, et je pense que tu seras satisfaite. Les mots ont flotté dans l'air, inconnus et hors de propos au milieu des discussions sur les hors-d'œuvre et les couleurs de mariage. Une femme debout à proximité s'est figée en buvant une gorgée. Quelqu'un d'autre a incliné légèrement la tête, écoutant maintenant. J'ai hoché la tête. Nous pouvons parler demain, ai-je dit calmement. Ce soir n'est pas le bon cadre. Il a gloussé doucement. Bien sûr, tu as toujours été pragmatique. La façon dont il l'a dit portait une histoire, un respect gagné, non supposé. Derrière lui, j'ai vu du mouvement. Le fiancé de ma sœur s'était tourné vers nous, son expression passant de la curiosité décontractée à quelque chose de plus vif. Il s'est approché, essayant clairement de situer l'homme qui commandait soudainement l'attention sans la demander. Je ne savais pas que tu venais ce soir, a continué l'homme, son ton facile. Quand j'ai vu la liste des invités, ton nom n'y était pas. Mais bon, tu n'as jamais eu besoin d'invitation formelle. Cette phrase a atterri plus durement que tout ce qu'il avait dit d'autre. Quelqu'un a chuchoté, qui est-ce? Juste assez fort pour que les autres entendent. L'homme a suivi mon regard, remarquant le petit cercle se formant autour de nous. Son front s'est froncé légèrement, la confusion traversant son visage. Oh, a-t-il dit, regardant entre moi et la pièce. Je suppose que je devrais te présenter correctement. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas encouragé non plus. Je suis simplement resté là. Voici Claire, a-t-il dit clairement. Elle est la propriétaire de cette propriété, et de plusieurs autres que vous pourriez reconnaître si vous avez prêté attention à la scène hôtelière au cours de la dernière décennie. La phrase a traversé la pièce comme une vague lente. Au début, il y a eu de l'incrédulité. Quelques rires nerveux rapidement réduits au silence. Puis la réalisation a commencé à se répandre, inégale et maladroite alors que les gens rejouaient les moments précédents dans leur tête. Les appareils photos se sont abaissés. Les verres ont plané incertains dans des mains qui ne savaient plus où se poser. Le fiancé de ma sœur est devenu pâle. Il me fixait ouvertement maintenant,
sa confiance antérieure s'épuisant alors que la reconnaissance la remplaçait. Je pouvais presque voir le souvenir de son murmure dans son esprit, les mots se recadrant avec une clarté brutale. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma sœur se tenait figée à côté de lui, son sourire vacillant alors qu'elle regardait entre nous. « Quoi » a-t-elle demandé doucement, le mot à peine audible au-dessus du silence soudain. L'homme à côté de moi a semblé sentir la tension qu'il avait créée. « Oui » a-t-il dit doucement mais fermement. Claire possède le lieu. Elle possède également la société de gestion qu'il exploite. Elle dirige personnellement les projets de redéveloppement. Quelqu'un près du fond a murmuré, je n'en avais aucune idée. Une autre voix a chuchoté, elle n'a pas l'air, la phrase est morte inachevée. Je sentais des yeux sur moi de toutes directions maintenant, pas des yeux curieux, des yeux calculateurs. Les gens réévaluaient tout ce qu'ils pensaient savoir, se bousculant pour reconstruire leur compréhension de la pièce dans laquelle ils se trouvaient. Mes parents se tenaient rigides près du bar. La main de ma mère s'était resserrée autour de son verre, ses articulations blanches. Mon père avait l'air d'essayer de réconcilier deux versions de moi qui refusaient de s'aligner. Le fiancé de ma sœur a fait un pas hésitant vers moi. « Claire » a-t-il dit, sa voix tendue. Je ne savais pas, je veux dire, nous ne savions pas que tu étais. J'ai croisé son regard calmement. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai simplement laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne inconfortable. Vous n'avez pas demandé, ai-je dit. Ce n'était pas une accusation. C'était un fait. L'homme à côté de moi s'est raclé la gorge doucement. Je vais te laisser rattraper le temps perdu, m'a-t-il dit, offrant un petit signe de tête respectueux. On se parle bientôt. Bien sûr, ai-je répondu. Alors qu'il s'éloignait, l'espace qu'il laissait derrière lui semblait plus grand, plus exposé. Sans lui là, la pièce a semblé réaliser d'un coup ce qui venait de se passer. Les conversations ont repris, mais elles étaient différentes maintenant. Plus basses, prudentes. Les gens évitaient mes yeux ou me fixaient trop longtemps, incertains de la réaction la plus sûre. Une femme qui m'avait ignoré plus tôt s'est approchée soudainement, souriant trop brillamment. « Claire, c'est ça. Je n'avais aucune idée que vous étiez la propriétaire. Cet endroit est absolument magnifique. » Merci, ai-je dit. Elle attendait plus d'éloges, de gratitude, quelque chose qui apaiserait son inconfort. Rien n'est venu. Elle s'est éloignée, troublée. Mes parents se sont enfin approchés, leurs pas hésitants. « Claire » a dit ma mère doucement. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Je l'ai regardé un long moment. Vraiment regardé. « Vous n'avez jamais demandé » ai-je dit à nouveau, doucement cette fois. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Quoi qu'il ait prévu de dire n'a pas survécu au contact avec la vérité. Ma sœur se tenait à quelques mètres, les yeux brillants, ses mains se tordant ensemble. « Je ne savais pas » a-t-elle dit. « Je jure que je ne savais pas. »« Je sais » ai-je dit. Et je le pensais. Son fiancé planait à côté d'elle, visiblement mal à l'aise, son arrogance antérieure complètement disparue. Il n'a plus parlé. Pas à moi. Autour de nous, la fête de fiançailles ne continuait que de nom. L'énergie avait changé de façon permanente. Le rire facile avait disparu, remplacé par un courant sous-jacent d'embarras et de retenue. Les gens ne savaient plus comment me traiter. Ils ne savaient pas quelle version de moi s'appliquait maintenant. La sœur silencieuse, l'invité invisible, ou la propriétaire du bâtiment sous leurs pieds. Je ne les ai pas corrigés. Je n'ai pas clarifié. Je me suis excusé quelques minutes plus tard, glissant hors de l'espace central et vers le couloir latéral. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a suivi. Dans le couloir plus calme, je me suis appuyé brièvement contre le mur, non par faiblesse, mais par soulagement. La vérité avait fait surface selon ses propres termes sans mon intervention, exactement comme elle l'aurait dû. Je n'avais pas prévu de révéler quoi que ce soit ce soir-là. Je n'avais pas répété de discours ni imaginé de réaction. Mais debout là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les révélations ne semblent pas triomphantes quand elles se produisent. Elles semblent étrangement vides, comme regarder les gens rattraper une version de vous qui existe depuis des années sans eux. Je me suis redressé, j'ai ajusté ma robe et j'ai pris une respiration. Quand je suis retourné dans la salle principale, les gens l'ont remarqué.
Ils ne pouvaient plus s'en empêcher maintenant. Mais leur attention semblait creuse, tardive. Ils ne riaient plus. Ils ne chuchotaient plus non plus. Ils ne savaient simplement pas comment me regarder maintenant. Et dans cette incertitude, j'ai ressenti quelque chose. Je ne m'attendais pas à la liberté, parce qu'une fois que les gens voient la vérité, même imparfaitement, ils perdent le pouvoir de vous définir. Et cela, j'avais appris, était la forme de victoire la plus silencieuse de toutes. Le silence qui a suivi la révélation ne semblait pas dramatique. Il semblait gênant, lourd, comme une pièce où quelqu'un avait allumé les lumières trop soudainement, et où tout le monde avait besoin d'un moment pour ajuster ses yeux. Les gens ne se sont pas précipités vers moi. Ils ne se sont pas précipités au loin non plus. Ils planaient dans cet espace intermédiaire inconfortable, faisant semblant d'être occupés avec leurs verres, leur téléphone, les décorations de table. Les conversations ont repris, mais prudemment, comme si tout le monde avait peur de dire la mauvaise chose maintenant. Je me tenais près du bord de la pièce, exactement là où j'avais été avant. Sauf que maintenant, l'air autour de moi avait changé. Avant, j'étais invisible. Maintenant, j'étais inévitable. Un couple que je ne reconnaissais pas chuchotait l'un à l'autre et jetait un coup d'œil dans ma direction. L'un d'eux a hoché la tête lentement comme si une pièce de puzzle venait de se mettre en place. Quelqu'un d'autre a ri trop fort à une blague qui n'était pas drôle, essayant de retrouver l'ambiance d'avant dans la soirée. Ça n'a pas marché. La joie facile s'était vidée de la pièce, remplacée par une attention que personne ne savait nommer. Les gens continuaient de sourire, mais les sourires étaient raides maintenant. Répétez. La fête continuait parce qu'elle le devait, non pas parce que quelqu'un avait encore envie de célébrer. J'ai aperçu mes parents debout ensemble près du bar. Ma mère continuait de lisser le devant de sa veste, une habitude nerveuse qu'elle n'avait que lorsque quelque chose la perturbait profondément. Mon père fixait son verre, ne buvant pas, le tenant juste comme s'il l'ancrait au sol. Il n'était pas encore venu. Je n'étais pas surprise. De l'autre côté de la pièce, le fiancé de ma sœur se tenait rigide à côté d'elle, son langage corporel complètement différent de tout à l'heure. L'inclinaison confiante avait disparu. Ses épaules étaient tendues, sa mâchoire serrée. Il riait quand quelqu'un lui parlait, mais le son sortait faux, forcé. Toutes les quelques secondes, ses yeux passaient vers moi, puis se détournaient, comme s'il avait peur de ce qui pourrait arriver si nous croisions à nouveau nos regards. Je n'ai pas regardé en retour. Je ne ressentais aucune envie de le confronter. Les mots qu'il avait chuchotés plus tôt avaient déjà fait leurs dégâts, non pas à moi, mais à l'image qu'il avait été si prudent de maintenir. Maintenant que la dynamique de pouvoir s'était inversée, il ne savait pas comment s'y tenir. C'était son problème. Une femme m'a approché avec hésitation, tenant un verre de champagne à moitié vide. Elle a souri large et incertaine. « Claire » a-t-elle dit, comme si elle testait le nom. « Je voulais juste dire que cet endroit est incroyable. Vous devez être si fière. »« Merci » ai-je répondu. Elle s'est attardée, attendant autre chose. Une validation, peut-être de la gratitude, la permission de se sentir mieux dans sa peau. Quand ce n'est pas venu, son sourire a vacillé. « Eh bien, » a-t-elle dit rapidement, « félicitations à votre sœur. C'est une belle soirée. »« Oui, » ai-je dit. « C'est le cas. » Elle a hoché la tête et s'est éloignée, clairement troublée par l'interaction. Je l'ai regardé partir, non pas avec satisfaction, mais avec une sorte de curiosité tranquille. C'était ce qui arrivait quand les gens réalisaient trop tard qu'ils avaient mal jugé quelqu'un. Ils se bousculaient pour corriger l'enregistrement sans jamais aborder l'erreur elle-même. À proximité, deux proches qui m'avaient à peine reconnu plus tôt ont soudainement trouvé des raisons de se tenir plus près. L'un d'eux a complimenté ma robe. Un autre a demandé depuis combien de temps j'étais impliqué dans l'hôtellerie. Les questions semblaient précipitées, transactionnelles, comme si recueillir des informations pouvait rétablir l'équilibre. J'ai répondu poliment, brièvement. Je n'ai pas développé. Je ne les ai pas invités à entrer. Le respect, né de la peur, ne m'intéressait pas. Ma sœur a finalement fait son chemin vers moi quand la musique a plongé dans un bourdonnement de fond plus doux. Son visage était pâle, son expression tendue par une émotion qu'elle n'avait pas encore triée. « Claire » a-t-elle dit doucement. « On peut parler ?» J'ai hoché la tête et je l'ai suivie à quelques pas de la foule vers les mêmes fenêtres où je m'étais tenu plus tôt. « Je ne savais pas » a-t-elle dit immédiatement, les mots trébuchants.
À propos du lieu, à propos de tout ça. Je le jure. Je sais, ai-je dit. Elle a avalé sa salive. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? J'ai étudié son visage. Vraiment étudié. Il n'y avait aucune malice là-bas, aucun calcul, juste de la confusion et quelque chose proche de la honte. Il n'y a jamais eu un moment où on sentait que tu voulais savoir, ai-je dit doucement. Elle a tressailli comme si la vérité avait frappé plus près qu'elle ne s'y attendait. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit doucement. Je ne te blâme pas, ai-je répondu. J'explique juste. Elle a détourné le regard vers le centre de la pièce où son fiancé se tenait parlant avec quelqu'un, sa posture toujours raide. Il ne savait pas non plus, a-t-elle dit défensivement. À propos de toi, je veux dire. J'ai croisé son regard à nouveau. Ce n'est pas ce qui compte, elle a attendu, incertaine. Ce qui compte, ai-je continué, c'est comment il a choisi de me parler quand il pensait que ça ne lui coûterait rien. Ses yeux se sont écarquillés légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai hésité. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je ne voulais pas déplacer son bonheur sur ma douleur. Cette nuit était déjà assez lourde. Il a dit quelque chose d'inapproprié, ai-je dit finalement. Plutôt. Son visage s'est vidé de sa couleur. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai secoué la tête. C'est entre moi et lui. Elle a cherché mon visage, la réalisation se faisant lentement. C'est pour ça? C'est pour ça que tout ressemble à ça maintenant? Oui, ai-je dit. Elle a fermé les yeux brièvement, puis les a rouverts, combattant les larmes. Je suis tellement désolée, a-t-elle chuchoté. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes. Je sais, ai-je dit à nouveau. Et c'était vrai. Elle n'avait pas voulu me blesser, mais l'intention n'effaçait pas l'impact. Elle ne l'avait jamais fait. Nous sommes restés là en silence un moment, les sons de la fête dérivant autour de nous comme quelque chose de lointain et d'irréel. Finalement, elle a tendu la main et a serré la mienne. J'espère que tu resteras, a-t-elle dit doucement. Au moins pour un petit moment. J'ai considéré la chose. Puis j'ai secoué la tête. Je pense que je vais partir bientôt. La déception a traversé son visage, mais elle a hoché la tête. D'accord. Quand je me suis retourné vers la pièce, mes parents approchaient enfin. Ma mère a parlé la première. Claire, a-t-elle dit, sa voix instable. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? La question a plané entre nous, familière et chargée. J'ai expiré lentement. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Pas une seule fois. Mon père a froncé les sourcils, luttant clairement. Ce n'est pas vrai. Nous demandions comment allait le travail. Oui, ai-je dit, et je répondais. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous aurions été fiers de toi, a-t-elle dit. Les mots ont atterri bizarrement. Trop tard. Trop conditionnel. Je n'avais pas besoin de fierté, ai-je répondu. J'avais besoin de curiosité. Aucun d'eux n'a parlé après ça. Nous étions là, entourés d'une pièce pleine de gens qui ne savaient soudainement plus quoi dire à aucun de nous. La distance qui avait toujours existé entre moi et ma famille était enfin visible pour tout le monde, et c'était inconfortable. Après quelques minutes de plus, je me suis excusé. Je n'ai pas fait d'annonce. Je n'ai pas dit au revoir à tout le monde. Je me suis simplement éclipsé de la même manière que je l'avais toujours fait. Dehors, l'air de la nuit était frais et apaisant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti mes épaules se détendre pour la première fois de la soirée. Le bâtiment derrière moi brillait chaleureusement. Toujours beau, toujours fonctionnel, toujours le mien. J'ai marché vers ma voiture sans regarder en arrière. Plus tard cette nuit-là, seul, j'ai rejoué la soirée dans mon esprit. Pas le murmure, pas la révélation, mais les regards sur les visages des gens après, la confusion, le recalibrage, la honte tranquille. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Être vu comme ça soudainement et incomplètement m'avait laissé exposer d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'avais vécu confortablement dans l'anonymat pendant des années. En sortir, même involontairement, avait un coût. Le téléphone a vibré avec des messages auxquels je n'ai pas répondu. Des excuses, des questions, des tentatives maladroites de reconnexion. Je les ai laissés là.
Ce qui m'a le plus frappé n'était pas la cruauté de ce qui m'avait été dit. C'était la rapidité avec laquelle les gens changeaient une fois qu'ils réalisaient qu'ils m'avaient mal jugé. Avec quelle facilité le respect suivait l'argent, le statut, la propriété. Cela confirmait quelque chose que je soupçonnais depuis longtemps. La plupart des gens ne regrettent pas leur comportement. Ils regrettent d'avoir eu tort sur qui vous étiez. Je suis allé me coucher cette nuit-là avec la fenêtre entr'ouverte, écoutant les bruits lointains de la ville. Mon esprit semblait plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il m'avait enfin vu. Mais d'une certaine manière, être vu comme ça semblait plus solitaire que d'être ignoré. Et alors que le sommeil me gagnait lentement, je savais une chose avec certitude. La partie la plus difficile n'était pas encore terminée. Parce que maintenant que la vérité était sortie, je devais décider de la suite. Le matin est venu tranquillement sans le poids de la veille. Je me suis réveillé avant mon réveil, la pièce encore sombre, mes pensées déjà claires d'une manière qu'elles n'avaient pas été depuis des années. Il n'y a pas eu de montée de colère, pas de répétition de mots, juste une conscience constante que quelque chose de fondamental avait changé. Mon téléphone était sur la table de nuit, l'écran noir, mais lourd d'attente. Je ne l'ai pas attrapé tout de suite. Je me suis assise, les pieds sur le sol, et j'ai laissé le silence s'installer. Pour la première fois depuis la fête de fiançailles, le bruit des réactions des autres semblait lointain, gérable. Quand j'ai enfin vérifié mon téléphone, les messages étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Des appels manqués, des SMS qui commençaient par des excuses et se terminaient par de l'incertitude. Ma sœur avait appelé 2 fois. Ma mère avait laissé un message vocal. Même quelques proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient trouvé mon numéro. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis douché, habillé et j'ai fait du café comme si c'était n'importe quel autre jour. Le rituel m'a ancré. Il m'a rappelé que ma vie n'avait pas réellement été perturbée. Seule leur perception de celle-ci l'avait été. Le premier appel auquel j'ai répondu est arrivé en milieu de matinée. Le nom de ma sœur a clignoté sur l'écran. J'ai hésité, puis décroché. Claire, a-t-elle dit immédiatement, sa voix tendue. Je suis tellement désolé pour hier soir. Je n'ai pas dormi du tout. Je sais, ai-je dit calmement. Il y a eu une pause, puis un flot de mots. J'aurais dû remarquer. J'aurais dû poser plus de questions. C'est juste que. Je n'ai jamais imaginé. Je sais, ai-je dit à nouveau. Elle a pris une respiration. On peut parler? Vraiment parler? J'ai regardé par la fenêtre la rue en contrebas. Les gens traversant leur matinée inconscients que quoi que ce soit avait changé pour moi. Pas aujourd'hui, ai-je dit doucement. Son silence s'est étiré. Tu m'en veux? Je ne t'en veux pas, ai-je dit. Je fais juste attention. Attention à quoi? À ce que je laisse rentrer, ai-je répondu. Elle n'a pas discuté. Ça m'a surprise. D'accord, a-t-elle dit doucement. Quand tu seras prête. Après avoir raccroché, je me sentais plus légère. Non pas parce que la conversation avait résolu quoi que ce soit, mais parce que je n'avais pas plié. Je ne m'étais pas précipité pour la rassurer au prix de ma propre clarté. Le prochain appel est venu de ma mère. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Claire, a-t-elle dit, sa voix plus douce que dans mes souvenirs. Ton père et moi avons parlé. Nous n'avions aucune idée. Je sais, ai-je dit. Nous t'aurions soutenu, a-t-elle insisté, si nous avions su. J'ai fermé les yeux brièvement. C'est ça le truc, ai-je dit. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Elle a inspiré brusquement comme si la vérité l'avait prise par surprise. Nous pensions te donner de l'espace. L'espace n'est pas la même chose que l'intérêt, ai-je dit. Elle est restée silencieuse un long moment. On peut venir te voir, a-t-elle demandé. Nous aimerions comprendre. J'ai considéré la question attentivement. Pas tout de suite, ai-je dit. Sa voix a vacillé. Pourquoi? Parce que la compréhension ne peut pas commencer par la culpabilité, ai-je répondu. Et c'est là où vous êtes. Elle ne l'a pas nié. Après la fin de l'appel, je me suis assise avec le sentiment qui a suivi. Ce n'était pas du triomphe. Ce n'était pas de l'amertume. C'était quelque chose de plus stable.
Je me choisissais enfin sans expliquer pourquoi. Tout au long de la journée, le schéma s'est répété. Des messages demandant à se rencontrer, des appels offrant des excuses superposées de justification. Chacun était différent mais le fond était le même. Ils voulaient un accès. Ils voulaient l'assurance que l'équilibre auquel ils étaient habitués n'avait pas trop changé. Je ne le leur ai pas donné. Cet après-midi-là, je suis allé travailler. La normalité de la chose semblait intentionnelle. Rassurante. Le personnel m'a salué comme il le faisait toujours. Les réunions se sont déroulées comme prévu. Les décisions ont été prises efficacement sans émotion attachée. Personne là-bas ne me traitait différemment. Personne ne marchait sur des œufs autour de moi. J'ai réalisé à quel point c'était rare, à quel point c'était précieux. Pendant une pause, mon assistante a demandé si tout allait bien. Elle avait remarqué les appels. Oui, ai-je dit. Et cette fois, cela semblait complet. Tard dans l'après-midi, le fiancé de ma sœur a essayé de me joindre. J'ai reconnu le numéro et je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il n'a pas laissé de message. Je l'imaginais faisant les 100 pas, répétant des excuses qui centraient son inconfort plus que son comportement. Je n'étais pas intéressé. Ce soir-là, mes parents ont envoyé un message ensemble. Ils demandaient à dîner, en terrain neutre, une chance de parler des choses. Ils utilisaient des mots comme famille et guérison et aller de l'avant. J'ai lu le message une fois, puis j'ai posé le téléphone. Je comprenais ce qu'ils voulaient. Ils voulaient réinitialiser, adoucir l'inconfort et revenir à quelque chose de familier où les rôles étaient clairs et les attentes incontestées. Je n'y retournais pas. J'ai tapé une réponse courte. Pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps. Je vous contacterai quand je serai prête. Il n'y a pas eu d'argumentation après cela. Pas de suivi. Juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose d'important s'est produit. J'ai réalisé combien de fois dans le passé je m'étais précipité pour combler les lacunes que les autres étaient à l'aise de laisser ouvertes. Combien de fois j'avais été celle qui adoucissait les angles, qui rassurait, qui rendait les choses plus faciles pour tout le monde. Fixer des limites semblait inconfortable, non pas parce que c'était mal, mais parce que c'était nouveau. L'inconfort ne signifiait pas que j'étais cruel. Cela signifiait que j'étais honnête. Cette nuit-là, j'ai fait une promenade dans mon quartier. L'air était frais, les rues familières. Je passais devant des bâtiments que je possédais, des espaces dans lesquels j'avais versé des années sans fanfare. Personne ici ne savait pour la fête de fiançailles. Personne ici ne s'en souciait. Et c'était exactement comme ça que je le voulais. J'ai pensé à toutes les choses que je pourrais faire si je le voulais. Tout le pouvoir que je détenais maintenant sans avoir à le revendiquer. Je pourrais influencer des contrats. Je pourrais compliquer des carrières. Je pourrais faire se sentir les gens petits comme ils avaient essayé de me faire sentir. Je ne le voulais pas. La vengeance nécessitait un investissement émotionnel. Elle nécessitait que je reste connecté à leur approbation, leurs regrets, leurs peurs. J'avais passé trop de temps de ma vie à faire ça déjà. Ce que je voulais, c'était de la distance, de la clarté, une vie qui ne nécessitait pas d'explications constantes. De retour chez moi, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assise à la table en passant en revue mon calendrier pour la semaine à venir. Réunion, visite de site, chose normale. L'avenir semblait stable, inchangé par le drame que je venais de traverser. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de ma sœur. Juste 3 mots. Je comprends maintenant. Je l'ai fixé un moment, puis j'ai posé le téléphone face contre terre. La compréhension ne nécessitait pas un pardon immédiat. La croissance ne nécessitait pas ma participation. Alors que la nuit s'installait, j'ai senti quelque chose se mettre complètement en place. Le respect qu'ils offraient maintenant arrivait trop tard pour sembler significatif. Il n'était pas enraciné dans la connaissance de qui j'étais. Il était enraciné dans la réalisation qu'ils m'avaient sous-estimé. Ce n'était pas le genre de respect que je voulais. Ce que je voulais, c'était protéger la vie que j'avais construite. La garder d'être remodelée par des gens qui venaient seulement de remarquer qu'elle existait. Avant d'aller au lit, j'ai écrit une phrase dans mon carnet, quelque chose que je savais que je reviendrais voir encore et encore. Les limites ne sont pas des punitions. Ce sont des instructions.
J'ai éteint la lumière et je me suis allongé dans le noir, calme et résolu. Demain apporterait plus de conversations, plus de tentatives de réparation. Je les affronterai quand je le choisirai. Pour l'instant, c'était suffisant de savoir que je n'avais plus rien à prouver. Au moment où ils m'ont vu clairement, c'était le moment où j'ai cessé d'avoir besoin de leur validation. Le respect qui vient après la révélation n'est pas un cadeau. C'est un rappel de pourquoi la limite compte. Je ne me réveillais plus en colère. Cela m'a surprise plus que toute autre chose. Pendant des années, j'avais porté la colère comme une fièvre légère, quelque chose qui s'enflammait chaque fois que je pensais à ma famille ou à la façon dont j'avais été traité. Après la fête de fiançailles, je m'attendais à ce qu'elle revienne en force. Au lieu de cela, il n'y avait que de la clarté. La clarté peut être troublante quand on est habitué au bruit. Dans les jours qui ont suivi, je suis devenu très consciente du pouvoir que je détenais réellement. Pas le genre bruyant dont les gens se vantent, mais le genre calme qui vient de la position, du timing et du choix. Je le voyais dans la façon dont les emails étaient soudainement formulés avec plus de soin, dans la façon dont les appels étaient retournés plus vite. Dans la façon dont les gens qui n'avaient jamais pris la peine d'apprendre mon histoire parlaient maintenant comme s'ils avaient toujours été de mon côté. Il était tentant de tester ce pouvoir. J'aurais pu passer quelques appels et changer la trajectoire de la carrière du fiancé de ma sœur. Rien de dramatique, rien d'illégal, juste assez de pression appliquée aux bons endroits pour lui rappeler que les mots ont des conséquences. Je savais exactement comment fonctionnaient les contrats. Je savais quel partenariat était fragile. Je savais avec quelle facilité les réputations pouvaient être discrètement endommagées. La pensée m'a traversé l'esprit plus d'une fois. Je l'imaginais réalisant trop tard que la femme qu'il avait écartée comme un inconvénient avait l'autorité de rendre sa vie beaucoup plus compliquée. J'imaginais l'expression sur son visage s'il comprenait à quel point il avait été proche de tout perdre à cause d'une seule phrase chuchotée. Mais quand je suivais cette pensée jusqu'à son terme, elle n'apportait pas de satisfaction. Elle apportait de l'épuisement. Je ne voulais pas dépenser mon énergie à réorganiser la chute de quelqu'un d'autre. J'avais passé trop d'années à me construire pour commencer à mesurer ma valeur à l'aune de l'efficacité avec laquelle je pouvais détruire quelqu'un. Cette réalisation ressemblait à un autre genre de victoire. J'entendais des choses indirectement, bien sûr. Les nouvelles voyagent vite quand les gens sont mal à l'aise. Ma sœur a appelé une fois pour me dire que son fiancé était sur les nerfs, qu'il s'inquiétait pour le travail, qu'il demandait sans cesse si elle pensait que j'étais assez en colère pour interférer. J'ai écouté sans réagir. Il a peur, a-t-elle dit doucement, presque en s'excusant. Je sais, ai-je répondu. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Rien, ai-je dit. Il y a eu une longue pause sur la ligne. Rien, a-t-elle répété. Oui, elle n'a pas compris au début. La plupart des gens ne comprendraient pas. Nous vivons dans un monde qui assimile le pouvoir à l'action, le contrôle à la réponse. Choisir de ne pas agir est souvent vu comme une faiblesse. Mais parfois c'est le contraire. Plus il s'inquiétait, plus il devenait clair que mon silence faisait plus que n'importe quelle confrontation ne pourrait le faire. Il ne savait pas où il en était. Il ne savait pas de quoi j'étais capable. Et à cause de cela, il devait rester avec son propre comportement sans distraction. C'était son moment de vérité, pas le mien. Mes parents, d'un autre côté, luttaient d'une manière différente. Leur inconfort n'était pas enraciné dans la peur des conséquences. Il était enraciné dans la honte. Ils avaient commencé à rejouer des années de conversation, cherchant des moments où ils auraient pu manquer quelque chose d'important. Ma mère m'a laissé un message vocal un soir, sa voix tremblant légèrement. Elle parlait de combien elle était fière de moi maintenant, à quel point elle était émerveillée par ce que j'avais construit, comme elle aurait aimé savoir plus tôt. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Pas par cruauté, par honnêteté. La fierté qui n'arrive qu'après la preuve n'est pas celle qui guérit les vieilles blessures. Elle n'efface pas des années de négligence. Elle ne transforme pas magiquement l'absence en présence. Ce que mes parents ressentaient n'était pas de la fierté. C'était du regret. Et le regret, bien que compréhensible, n'est pas une base pour reconstruire la confiance. Ils voulaient l'assurance que les choses pourraient revenir à la normale. Que nous pourrions réinitialiser la relation maintenant qu'ils me voyaient enfin clairement. Ils ne le disaient pas ouvertement, mais je pouvais l'entendre dans leurs mots, dans la façon dont ils parlaient d'aller de l'avant sans aborder le passé. Je n'étais pas intéressé par cette version de la paix.
Pour la première fois de ma vie, je me suis permis de rester avec l'idée que je ne devais de conclusion à personne. Que je n'avais pas à rendre les choses confortables pour des gens qui avaient été à l'aise pendant que je luttais. C'était plus dur que n'importe quelle confrontation ne l'aurait été. J'ai pensé à tous les moments où j'avais ravalé mes sentiments pour garder la paix. Toutes les fois où j'avais choisi le silence parce que cela semblait plus facile que d'être incomprise. À l'époque, le silence avait été une stratégie de survie. Maintenant, c'était un choix. Je suis retourné pleinement à mon travail cette semaine-là, me jetant dans des projets qui n'avaient rien à voir avec la dynamique familiale ou le drame social. Visite de site, revue budgétaire, planification à long terme, les choses qui m'avaient toujours ancré. Mon équipe ne marchait pas sur des œufs autour de moi. Ils ne posaient pas de questions. Ils me traitaient de la même manière qu'ils l'avaient toujours fait. Et j'ai réalisé à quel point c'était rare. Dans cet espace, ma valeur n'avait jamais été liée à la comparaison ou à l'hypothèse. Elle avait été construite par la cohérence. Cette cohérence était ce en quoi j'avais confiance. Un après-midi, alors que j'étais assise dans mon bureau à revoir des rapports, mon assistante a mentionné avec désinvolture que quelqu'un avait appelé pour demander à me parler directement. Quand j'ai demandé qui, elle a hésité. « C'était votre beau-frère » a-t-elle dit, ou bientôt beau-frère. J'ai hoché la tête. « Lui avez-vous dit que je n'étais pas disponible ?» Oui, c'est bien, ai-je dit. Et ça l'était. Je n'avais pas besoin d'entendre ses excuses. Je n'avais pas besoin de le regarder essayer de se justifier. Quoi qu'il veuille dire, ce serait pour apaiser son propre inconfort, pas pour reconnaître le mal qu'il avait causé. Parfois, la conséquence la plus significative est d'être privé d'audience. Au fil des jours, l'urgence et les réactions de tout le monde ont commencé à s'estomper. Les gens s'installaient dans la nouvelle réalité. La peur s'adoucissait en prudence. La honte s'émoussait en quelque chose de gérable. Et je me sentais me détendre aussi. Je dormais mieux. Je me concentrais plus facilement. L'énergie mentale que j'avais autrefois dépensée à anticiper le jugement ou à défendre mes choix était soudainement libre. Je n'avais pas réalisé à quel point ma vie avait été façonnée par l'attente d'être sous-estimée. Sans ce poids, tout semblait plus léger. Un soir, assise seule dans mon salon, j'ai pensé au concept de vengeance et à quel point il est mal compris. La plupart des gens imaginent la vengeance comme une explosion, un règlement de compte public, un renversement dramatique des rôles. Mais la vraie vengeance, celle qui dure, est plus calme. C'est refuser d'être ramené dans des dynamiques qui vous diminuent. C'est ne pas s'expliquer à des gens qui n'ont jamais écouté. C'est vivre si pleinement dans sa propre intégrité que les opinions des autres perdent leur pouvoir. Je n'avais pas gagné parce que j'avais plus d'argent. J'avais gagné parce que je n'avais plus besoin de l'approbation de qui que ce soit. La vérité était que je pouvais encore aider ma famille si je le choisissais. Je pouvais offrir du soutien, des conseils, des opportunités. Rien dans mes limites n'exigeait la cruauté ou l'abandon. Mais l'aide, j'avais appris, ne fonctionne que lorsqu'elle est associée au respect. Sinon, elle devient une autre forme d'effacement de soi. Pour l'instant, je choisissais la distance. Pas permanente, pas punitive, juste assez pour protéger ce que j'avais construit, à la fois extérieurement et intérieurement. Tard cette nuit-là, ma sœur m'a envoyé un message. Il était plus court que les autres, dépouillé d'explications et d'émotions. J'essaie de comprendre. Je sais que cela peut prendre du temps. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone. La compréhension n'est pas une destination. C'est un processus. Et cela ne nécessite pas mon implication constante. Alors que je me préparais pour aller au lit, j'ai senti un profond sentiment de calme s'installer sur moi. Pas le calme qui vient du fait que tout est résolu, mais le calme qui vient de savoir que vous n'êtes plus obligé de tout résoudre vous-même. J'avais choisi ce qu'il ne fallait pas faire. J'avais choisi de ne pas punir, de ne pas exposer, de ne pas humilier en retour. Non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je n'en avais pas besoin. Ce choix semblait puissant d'une manière que rien d'autre n'avait jamais eue. Parfois, la déclaration la plus forte que vous puissiez faire est le silence associé à une vie qui parle d'elle-même. Et alors que j'éteignais la lumière, je savais que quoi qu'il arrive ensuite, cela arriverait selon mes termes. La dernière conversation que j'ai eue avec ma famille ne s'est pas passée autour d'une table ou au téléphone. Elle s'est passée tranquillement des semaines plus tard dans l'espace où l'absence parle plus fort que les mots.
La vie a continué de manière prévisible, efficace. Le monde ne s'est pas arrêté pour des révélations ou des sentiments blessés. Les contrats avaient toujours besoin de signature. Les propriétés avaient toujours besoin de supervision. Les invités arrivaient toujours avec des attentes et partaient avec des souvenirs. Mes journées sont revenues à un rythme qui semblait familier, stable et profondément mien. Ce qui a changé n'était pas mon emploi du temps. C'était ma posture envers le passé. Je ne vérifiais plus mon téléphone avec la poitrine serrée. Je ne me demandais plus comment mes mots pourraient être interprétés ou si mon silence serait pris personnellement. Je laissais les messages aller et venir sans urgence. Je laissais les conversations attendre jusqu'à ce qu'elles semblent justes. Et lentement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les gens qui tendaient la main ont commencé à changer leur façon de parler. Ma sœur a arrêté de s'excuser et a commencé à poser de vraies questions. Pas sur l'argent, pas sur le succès, sur comment j'avais fait, sur ce que cela faisait de quitter la maison à 19 ans et de ne jamais regarder en arrière, sur si cela avait été solitaire. J'ai répondu à certaines de ces questions. Pas toutes, pas encore. Mes parents, pour la première fois, n'ont pas demandé d'assurance. Ils n'ont pas demandé quand les choses reviendraient à la normale. Ils ont demandé ce dont j'avais besoin. C'était nouveau. Je leur ai dit la vérité. J'avais besoin de temps. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin qu'ils restent avec l'inconfort de réaliser qu'ils ne me connaissaient pas aussi bien qu'ils le pensaient. Pas pour les punir, pour laisser la leçon s'installer. Ils n'ont pas discuté. Quant au mari de ma sœur, je ne lui ai plus jamais parlé. Non pas parce que je l'évitais, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Il a appris ce qu'il avait besoin d'apprendre sans mon implication. Sa peur a fait l'enseignement pour moi. J'ai entendu par des canaux discrets qu'il était devenu plus prudent au travail, qu'il surveillait ses mots, qu'il posait plus de questions avant de faire des suppositions. Que ce changement vienne de la croissance ou de la peur ne m'importait plus. La conséquence avait atterri. Un après-midi, des mois plus tard, je me tenais seul sur le balcon de l'une de mes propriétés, regardant le soleil plonger derrière les collines. Le bâtiment bourdonnait doucement derrière moi, plein de gens profitant d'un espace auquel ils ne penseraient jamais deux fois. J'ai pensé au nombre de versions de moi qui avaient existé au fil des années. La fille qui restait silencieuse parce que c'était plus facile. La jeune femme qui est partie parce que rester aurait signifié disparaître. La bâtisseuse qui travaillait en silence parce que s'expliquer semblait inutile. La femme à la fête de fiançailles qui restait immobile pendant que les autres riaient. Tout avait mené ici. Je pensais autrefois que la vengeance concernait l'équilibre, le fait de restaurer quelque chose qui avait été pris. Mais debout là, j'ai compris quelque chose de plus important. Rien ne m'avait été pris, ni ma dignité, ni ma valeur, ni mon avenir. Ces choses avaient été intactes tout le temps. Les autres ne l'avaient juste pas remarqué. La nuit de la fête de fiançailles serait probablement toujours rappelée par ma famille comme le moment où tout a changé. Le moment où ils ont réalisé que la calme avait été puissante depuis le début. Mais pour moi, c'était juste une confirmation. J'avais déjà construit une vie qui ne dépendait pas de leur approbation. Déjà appris à entrer dans des pièces sans demander la permission. Déjà compris qu'être sous-estimé peut être une étrange sorte de liberté si vous savez qui vous êtes. La vraie transformation ne s'est pas produite quand ils m'ont vu différemment. Elle s'est produite quand j'ai cessé d'avoir besoin qu'ils le fassent. Il y a une paix particulière qui vient de cette réalisation. Une paix qui n'a pas besoin d'applaudissements ou de reconnaissance. Une paix qui vous permet de fixer des limites sans colère et de partir sans culpabilité. Je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille. Je n'ai pas brûlé les ponts. J'ai simplement arrêté de traverser des océans pour des gens qui ne traverseraient pas une rue pour moi. Et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose de mieux que la vengeance. J'ai trouvé un respect de soi qui ne vacillait pas quand les pièces devenaient bruyantes ou les opinions cruelles. J'ai trouvé une clarté qui ne se dissolvait pas sous l'examen. J'ai trouvé la confiance tranquille de savoir exactement ce que j'apporte dans un espace, que quelqu'un le reconnaisse ou non. S'il y a une chose que j'ai apprise à travers tout cela, c'est que les gens ne révèlent pas toujours qui ils sont quand ils sont à l'aise. Ils le révèlent quand ils pensent qu'il n'y aura aucune conséquence. Et la réponse la plus puissante n'est pas toujours de les exposer. Parfois, c'est de les laisser vivre avec l'écho de leurs propres mots. À tous ceux qui écoutent et qui ont déjà été moqués, négligés ou rejetés parce que vous ne correspondiez pas à l'idée du succès de quelqu'un d'autre,
souvenez-vous de ceci. Vous ne devez au monde aucune explication pour votre croissance. Vous ne devez à personne une révélation. Construisez tranquillement. Tenez-vous fermement. Et quand la vérité éclatera, laissez-la parler d'elle-même. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes les plus proches de vous, j'aimerais entendre vos pensées. Partagez votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette histoire et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires réelles sur la force, les limites et la justice tranquille. Et si vous écoutez encore, restez avec nous car parfois les histoires les plus puissantes sont celles où la dignité gagne sans jamais élever la voix.